Ouais, je suis pas sûr. C'est possible que ce soit dans le premier podcast en fait. Mhm. Et et je lui ai dit, j'ai dit c'est vrai que la plupart des gars que j'ai vus et qui ont réussi à atteindre certains objectifs, c'est des gens qui dès le départ avaient un certain état d'esprit. Et j'ai raconté qu'en fait que dès le début quand on a commencé à parler sur après être revenu de Los Angeles, puis on se retrouvait sur Messenger là. Et Mhm. quand on faisait les échanges de vidéos, tu m'envoyais des vidéos à toi, et puis moi je t'envoyais des vidéos de mes entraînements, puis on se corrigeait. La question qui revenait souvent chez toi, c'est, ok, écoute, moi je veux devenir le meilleur du monde. Là, tu me vois, je suis où? Tu me places où? Tu me situes où? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a à Mhm. faire? Mais dans ta tête, t'avais cet objectif. Et moi, même étant un gars ambitieux, je sais que je pensais pas à ça. Je sais déjà qu'à la base, quand j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement en loc, à aucun moment je me suis dit, moi je dois être le numéro un. Et toi, t'avais ça déjà. Et Je sais, ouais. ce que je me dis, enfin, ce qui me surprend, et je trouve ça magique dans la vie, c'est que j'ai pas l'impression que t'as un background qui te pousse à faire ça. Je veux dire, c'est pas comme si ton père, il était joueur de foot professionnel ou quoi, tu vois. Après, peut-être c'était un putain de taffeur. Mais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Après, je pense que c'est des traits de personnalité, c'est des traits de caractère. Euh, Même avant que je danse, enfin, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, je veux pas être le meilleur, mais quand je kiffe un truc ou quand je décide de faire un truc, j'essaye de le faire à fond et du mieux que je peux. Je sais pas si à cette époque-là ou avant, parce que déjà, ouais, 2004, 2005, j'étais déjà un peu porté par les gens, parce que j'étais déjà sorti par rapport au public. Ouais. Les gens me connaissaient et les gens me le rendaient. Mm. Et c'est un peu comme la vertu, c'est-à-dire que plus t'es vertueux et plus les gens te poussent à être vertueux, Mm. plus ils t'encouragent en fait. Et c'est un peu le même rapport là. C'est-à-dire que là, j'étais sorti quelques années avant et je sentais les gens qui me sauçaient en fait, qui me poussaient, qui m'encourageaient et donc du coup, ça me c'est comme si c'est comme si je me disais que cet objectif d'être le meilleur était atteignable. C'était pas genre une Ouais, lubie. en fait, c'était juste après qu'il y ait deux, trois vidéos à toi qui est sorti, qui ont fait le Ouais. buzz. Puis les gens, Mhm. ils ont commencé à te motiver. Genre, putain, toi, tu vas éclater tout le monde. Exact. Et Et du du coup, coup, déjà, quand je pense que t'es parti à Los Angeles, c'est va là-bas et va tous les éclater. exact. Ouais, de toute façon, à ce moment-là, on était déjà dans cet état d'esprit. Mais par contre, la hargne et le côté, je lâche pas et je m'entraîne jusqu'à ce que ça rentre, j'en ai rien à foutre. Ce côté un petit peu psychorigide d'ailleurs, Hmm. qui va avec ce genre de personnalité. Hmm. Parce que les mecs qui sont super bons, c'est pas des mecs, tu as des glandeurs qui travaillent pas, qui s'en foutent. Il y a Hmm. forcément une discipline, une rigueur de fer derrière. Hmm. Et ça, ouais, ça c'est un trait de caractère qui se dissipe un petit peu avec l'âge, hein. Mais en tout cas, à cette époque-là, au début de mes 20 ans, ouais, c'était s'entraîner 6 heures par jour, c'était rien. C'était tant que t'arrivais pas à ton objectif, tu ralentis pas, tu t'arrêtes pas. Mais tu crois que c'est l'âge ou tu crois que c'est les accomplissements? Tu crois que c'est Ouais, vraiment un truc spécifique à l'âge ou c'est genre, ok, je l'ai fait. Je l'ai fait, non, je suis plus ou moins convaincu de ce que j'ai réussi à faire. c'est ça. Non, quand je dis l'âge, c'est dans mon cas, enfin, l'un va avec l'autre. C'est que si tu commences assez jeune, bah, et que tu as accompli ce que tu as fait, ça t'a pris un certain temps et t'arrives à un moment donné où tu passes un certain cap par rapport à l'âge. Donc l'âge va avec l'accomplissement. Mais je pense plus c'est l'accomplissement que l'âge. Si Hmm. jamais, dans mon cas, je pense que les deux sont liés, mais si on prend n'importe quel cas, un cas normal, je pense que c'est plus l'accomplissement. C'est que tu t'es mis des objectifs toute ta vie, à un moment donné, tu les atteins, les objectifs, ils changent. Hmm. Après, ce que je trouve incroyable et c'est presque comparable avec, tu sais, quand t'as des gamins. Nous, on a deux filles, les mêmes parents, le même contexte d'éducation et tout ça. Et les deux, à chaque fois, elles sont complètement différentes. Et ça, c'est Complètement. incroyable. Et tout ça pour dire que c'est vrai que je chantais, et je chante toujours, et tout le monde sait ça, la motivation que Jimmy a et tout ça.
mais j'ai pas l'impression que Jimmy, après peut-être je me trompe, hein, prenait les battles autant à cœur. Enfin, j'en sais rien, mais je veux dire, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas le souvenir que Jimmy me pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour être le meilleur du monde? Moi, je veux être le meilleur du monde. Je me souviens pas de ce genre de discours. Après, je sais je pense que quand on était ensemble et qu'avec Jimmy, on s'entraînait et qu'on se motivait mutuellement et qu'on avait le même objectif, on avait, ouais, non, on avait il avait cette hargne. Après, est-ce qu'il avait cet objectif d'être le meilleur ou de défoncer tout le monde en solo? Je sais pas. Là, tu me poses la question maintenant, après les années, Non, je pose, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est une ouais, réflexion. Je me dis, qu'est-ce qui fait cette différence? Quand j'essaye de réfléchir au background que t'as, familial, ton historique familial, le contexte où t'as été élevé, les gars qui t'ont entouré pendant cette évolution. Déjà, quand t'es bien dans la danse et tu t'entraînes sérieusement, à savoir, Hakim, Nordine, moi, Jimmy. après, il y a un truc. Il y a aucun de nous qui a fait ce chemin-là. Ouais, après, il y a aussi un truc. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des traits de caractère, c'est des personnalités. Et Jimmy et moi, on a des personnalités différentes. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est déjà un point de départ important. C'est que si vraiment t'es un taffeur de ouf et que t'es c'est pas déterminé, parce que Jimmy il a toujours été déterminé. Pas grave, ouais. Mais c'est ce côté presque une obsession presque. Voilà, obsessionnel. Merci, c'est le mot que je cherchais. Obsessionnel. Et ça, je pense que c'est pas un trait de caractère de Jimmy. Il y a un autre truc par rapport à ça, tu sais, où tu parlais d'éducation, tu parlais de la famille, tu parlais du contexte familial, enfin l'éducation, c'est important. Les influences, ouais. Les influences. Il y a aussi un truc qui m'a beaucoup marqué moi dans ma carrière. Et encore aujourd'hui, hein, si tu veux, je trimballe toujours, même si je le revendique pas tous les 4 matins. Bah, ceux qui me connaissent le savent, c'est que c'est Vagabond en fait. Ouais. L'éducation que j'ai eue dans Vagabond, je sais pas si on peut appeler ça de l'éducation, mais c'était pareil, c'était un peu la même chose. On était des lâches-rien, on était des taffeurs. Et puis quand tu regardes ceux qui sont quand le groupe Vagabond de ma génération s'est dissous où certains membres sont partis, tous les membres sans exception de ce groupe-là de Vagabond et sont devenus quelqu'un dans le game. Lamine, Salah, moi, Simamed, et j'en passe. Ouais. C'était que des pointures. C'est des pointures. Et c'est vraiment c'est aussi un état d'esprit qu'on avait, et c'était ce truc de la hargne, du taf tu vois, c'était le taf, quoi. Le taf jusqu'à atteindre son objectif. Et on relâche rien tant qu'on n'a pas atteint l'objectif. C'est vrai que si je dois comparer, entre tous les noms que j'ai dit, peut-être que tu as plus de points en commun. Et là, je parle que dans un contexte de battle. Tu as peut-être plus de points en commun avec Salah qu'avec moi, avec Jimmy, qu'avec Hakim, qu'avec Nordine, qu'avec maintenant Willow, Lounès, pour parler de Team Rocket. C'est vrai qu'il y a plein de choses semblables chez vous, chez toi et chez Salah, par rapport à l'état d'esprit. Ouais, carrément. Tu vois, en battle. Malgré, parce qu'en fait, c'est un ADN qui mute avec le temps, avec l'évolution, avec ta personnalité et avec les gens forcément que tu côtoies, parce que du coup tu changes aussi. Quand on était dans les Virtuoses, j'étais d'une manière, quand j'étais avec la Team Rocket, d'autre manière, parce que d'autres personnes. Ouais. Mais malgré tout, c'est ce brin d'ADN de Vagabond, il est toujours resté avec moi. Ouais. Ce battle, j'ai appris la stratégie des battles, comment se comporter en battle, comment se blinder. Tous ces trucs-là, ça vient de Vagabond. Ça vient ni de Virtuose, ni de personne. J'ai appris ça dans Vagabond et encore aujourd'hui, je le trimballe avec moi. Après, je pense qu'il y a un élément qui est super important. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des éléments qui manquait le plus chez moi. Et je l'ai vu en image avant notre finale en 2008 à l'Eurobattle, quand on s'est retrouvé en finale. Donc, je sais pas si tu te rappelles un peu le contexte. J'avais eu cette blessure là.
J'avais Quelle eu, blessure. non, pas une blessure, je me suis fait opérer de l'appendicite. Genre, Ah oui, exact. Ouais. j'ai pu m'entraîner que 2 semaines avant le battle, mais avant ça, va savoir pourquoi les gens au Portugal étaient persuadés que j'avais une chance contre toi. Et ils pariaient sur moi, machin et tout. Et ça m'a foutu une pression de ouf. Euh, et moi, dans ma tête, à cause de toutes ces personnes, j'étais motivé à bloc, tu vois. Peu importe si j'avais une chance ou pas, j'étais prêt à y aller à fond. Et je me rappelle que juste avant de monter sur scène, j'étais dans les backstage avec, je sais plus si c'était Nuno, et j'avais ma petite liste de moves, tu sais, j'avais la petite liste de moves qui me restait encore à faire, et, euh, et lui il m'a dit ouais vas-y fais celui-là, machin tout ça, puis j'étais en mode guerrier, et à ce moment-là, quand je te regarde, toi t'es juste avant la scène, il y avait comme un mur, et après on pouvait passer sur les côtés, et toi t'étais juste derrière, et t'étais en train de prier. Tu sais, t'as fait. Ah ouais. Euh, et c'est un geste qui m'a fait réfléchir par rapport au respect qu'il faut avoir pour le taf. Enfin, comment expliquer ça? Tu t'es presque obligé d'avoir une certaine modestie. Tu vois? Pour faire le taf. Tu peux pas t'estimer être intouchable. Tu Ouais. vois? Pour devoir bosser. Tu dois avoir certaines craintes. Et, dans ce cas-là, te sentir soutenu un peu spirituellement dans ton cas. Mais, Ouais, complètement. mais c'est le positionnement modeste qui m'a fait réfléchir. Parce que moi, je l'avais pas. J'avais pas de place pour la modestie. Fallait que j'y aille. C'est mode guerrier, rien à foutre, tu vas le faire. et euh, et ça me fait revenir presque d'une certaine façon au fameux texte que je t'avais envoyé peu avant la finale du Juste Debout de Mike Tyson, que tu avais Incroyable. publié après la victoire, après ta victoire au Juste Debout, tu avais publié le texte que je t'avais envoyé, qui en gros pour les gens qui connaissent pas, c'est un texte qui dit qu'il est mort de peur avant de monter sur le ring, qui fait des cauchemars sur son adversaire, comme si son adversaire pouvait l'humilier. Et au fur et à mesure qu'il s'approche du ring, il gagne confiance. Et quand il arrive sur le ring, il est intouchable. C'est un dieu. Ouais, exactement. Moi, quand j'avais lu ce texte, c'était incroyable parce que c'est exactement le genre de sentiment, en tout cas le genre de processus que je vis en fait. Et et c'est marrant parce que tu parles de ça. Donc après nous on fait du lock, c'est des battles. Je reviendrai sur le truc de, je trouve c'est intéressant ce que tu as dit, le truc de la, pas la modestie ou la modestie dans, je comprends quand tu veux dire ça, mais avant les battles, etc. Le recul qu'il faut que t'aies. Euh, mais ouais, comme nous on fait des battles, c'est de la danse, donc du coup je fais pas des cauchemars. Mais ouais, je veux dire je suis quand même nerveux. Il y a quand même parce que toi tu te donnes des objectifs et puis il y a les gens qui te poussent derrière. Il y a aussi ce truc de pas vouloir les décevoir ou tu vois ou même la peur de l'échec, tout ce genre de trucs. Et c'est marrant parce que tu parles de Mike Tyson, mais je vais parler d'un autre gars qui est un peu dans le même, qui est un peu dans le même, dans la même veine. Et Georges c'est la Saint-Pierre. ah ouais, la première fois que je l'ai entendu parler, qui parlait un peu de lui, qui racontait sa vie, son parcours, ses préparations, le cheminement. Mais en fait, je me voyais moi, à toute échelle, toute proportion gardée, mais j'avais l'impression qu'il parlait de moi. Ouais. Je vis exactement la même chose, mais en loc quoi. Et et donc ouais non bien sûr tu sais c'est la pression, souvent on me pose la question ouais est-ce que t'as la pression? Évidemment que t'as la pression, évidemment que t'as la pression parce que d'une les gens t'attendent au tournant, plus tu grimpes et plus les enjeux sont hauts et plus plus la chute est basse, enfin plus la chute Haute. est haute et et donc ouais ça fout la pression. Après encore une fois t'apprends à gérer ça en fait.
Tu gères et t'apprends à gérer cette peur et à transformer cette peur en force. Mais est-ce que la pression, elle changeait selon l'adversaire ou le lieu, ou tu t'en fous? C'est toujours toi par Non, rapport à toi. exactement, parce que quand je prie déjà pour remercier ce que Dieu m'a donné et ce qu'il continue à me donner. Et en fait, c'est pas de gagner à tout prix. Évidemment, tu fais ça pour la gagne, évidemment, mais c'est de faire de ton mieux et de faire que les gens kiffent et de faire que tu sois au-delà des gens. À un moment donné, il y a aussi d'être que toi, tu sois satisfait de ce que tu as fait. Si tu perds, tu perds. Voilà, de toute façon, c'est un game non objectif quelque part. C'est que si le juge il a pas envie de te faire gagner, il te fera pas gagner s'il tant est que t'es le dieu de la danse. Tu vois, et c'est arrivé plein de fois. Et en tout cas, mon objectif, c'est que quand je regarde, avec tout le taf que j'ai fait, quand j'arrive sur scène et que je danse et que je dis là, je suis bon. Bon, après, t'as perdu, c'est la vie, mais en tout cas, tu vois, et c'est ça mon vrai objectif. Ma peur, c'est d'arriver sur scène et de faire de la merde, entre guillemets. Tu sais, et de mal danser et de dire, putain, j'étais pas bon, j'ai pas suivi le plan ou j'étais distrait, j'étais pas concentré. Bon, toi, t'as dit que t'as jamais fait des cauchemars de ça et c'est de la danse, c'est moins dramatique qu'un combat ou. Moi, mec, ça m'est arrivé de faire des cauchemars et justement, c'est ce que tu viens de dire qui m'a fait penser à ça, où j'étais dans des cyphers et tout ce que je faisais, tous les trucs normaux que je fais, j'arrivais pas à les faire. Mec, je pétais un câble. Ça va arriver, mec, ça va arriver. Moi, non, moi, j'ai jamais fait de cauchemar par rapport à ça. Mais quand je dis qu'on fait de la danse, c'est que les gars, si tu veux, Mike Tyson, tu comprends que le gars, il a peur. C'est qu'il va aller sur le ring, il va se manger des patates dans la bouche. Je veux dire, il y a quand même des raisons beaucoup plus valables que nous d'avoir peur. Ouais. Mais après, honnêtement, se manger un KO, c'est beaucoup plus humiliant. Voilà, ouais. Moi, je crois que c'est plus ça. C'est plus la crainte de se faire humilier que la crainte physique de la blessure ou d'avoir mal ou de la douleur. Moi, je crois que c'est vraiment, t'es devant des millions de personnes et tu te fais humilier. En combat, tu te ramasses des patates. Et en gros, c'est ça, le truc, c'est pas la peur de, ouais, en gros, c'est pareil, ça. C'est pas la peur de perdre, c'est la peur de faire de la merde. Ouais. De te manger un KO quelque part. Tu vois, c'est un peu le genre de même crainte. Ouais. C'est que t'arrives et tu fais, mais en fait, j'ai fait du caca. Ouais. Et ça, c'est pas moi, ça, tu vois. Ouais. Donc, après, ouais, bon, je prie parce que c'est dans mon éducation, ça m'aide. Et que j'y crois, et que j'y crois vraiment, quoi. Mais dans les entraînements en soi, cette posture modeste dont je parlais en fait, j'ai donné une image, mais je vois ça comme un état d'esprit global par rapport à ton art. Dans les entraînements, toi, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens genre qu'il y a encore tout à faire ou c'est juste un kiff et j'essaie d'évoluer dans ce que je kiffe? Ou tu vois ce que je veux dire par rapport à la modestie? Genre tu taffes parce que tu sais qu'il y a à faire. T'es pas le roi, t'es pas le king. Tu vois? T'as pas une mentalité du gars qui sait qu'il est le king et qui reste dans son canapé toute la journée à rien foutre. Tu sais que tu dois taffer. Ouais. Alors, je sais que je dois taffer, je taffe toujours, mais la hargne dans le taf, elle est moins, il y a moins le feu, il y a moins la hargne pour le coup. En ce moment, tu dis? Ouais, mais voilà, c'est en ce moment, parce qu'en fait, il y a pas d'objectif. Mais dans ton évolution, si on recule à 2006, n'importe quoi, tu vois, avant le UK contre les gogos. Ouais. Quand tu tapes, je veux dire, tu t'es pas resté dans ton appart tranquille à mater des vidéos alors que t'avais un battle qui t'attendait. Tu sais que tu dois faire le taf. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, j'ai cru que tu parlais de maintenant. Non. Ah non, à l'époque, tu rigoles ou quoi? Je dormais pas. À l'époque, tu t'entraînes tous les jours. C'est ce que je dis aux gens. À cette époque-là, on s'entraînait 4-5 fois par semaine, et c'est des 4 heures, 4-5 heures par entraînement. On était des chiens de la casse. Voilà, en fait, peut-être je me suis mal exprimé, c'est par rapport à ça que je parle de modestie, c'est modestie par rapport à la force absolue
qui serait le taf ou l'entraînement ou tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est ça. Je dois le faire. Bah, je sais pas si t'étais là, mec. Je sais pas si t'étais là. Je sais qu'il y avait Jimmy, on était chez Oscar. Et il y avait Moon, je crois que c'était Moon, qui nous avait dit que, ouais, ses entraînements, il dansait 5 minutes sur un son, il dansait le son complet et c'était fini. T'étais là ou pas? Je sais plus. Mec. Je sais plus, mec. Bref. Je crois Je qu'il y sais avait aussi. à chaque fois que j'ai vu Moon en Suède, il était complètement, il était euphorique. On va dire ça comme ça. Je sais plus si c'était, mais je crois que t'étais là parce que je crois que c'était au Funky Fourth Generation. Parce qu'il y avait aussi Liz Funk, tout ça. Et à un moment donné, on est allé chez Oscar et Moon, il a fait ah ouais les gars, mais vous vous entraînez comme ça? Non, parce que moi je m'entraîne, je mets un son, je danse du début à la fin. C'est quand même 5 minutes quoi. Mais je m'arrête pas. Tu sais, il voulait nous convaincre le gars, tu sais. Et je me rappelle que qu'Alice, elle a dit ouais mais non, mais moi j'ai besoin en tout cas 1 heure pour me mettre dans le mood. Et après les trucs ils commencent à sortir et tout ça. Ah ouais. Mec. Et là, tu vois, là, je sais pas, ce genre d'attitude, je sais pas si lui, il sera le king un jour, par exemple, tu vois. Non, mais en fait, je pense que ça, c'est aussi inhérent à tes. Je pense qu'il y a des méthodologies qui peuvent varier en fonction des fuseaux horaires ou des pays ou tu vois, des cultures. Mais à un moment donné, ta détermination, c'est plus tu vas avoir une détermination élevée et plus tu vas t'arracher à l'entraînement en fait. Parce que c'est ça qui te pousse. C'est que nous, si on s'entraîne 5 heures, c'est qu'à un moment donné, on a faim, on a envie de niquer tout le monde. Tu vois, c'est ça qui nous poussait, c'était l'envie d'arriver sur scène et tu vois, on va laisser rien à personne. Et en one-one, c'est pareil. Quand je m'entraînais, quand je préparais des battles, je m'entraîne jusqu'à la mort. Même le dernier battle que j'ai fait, peut-être, je me suis entraîné, on était 10 contre moi. Allez, c'est parti, on y va. Et tu vois, c'était, mais parce qu'il y a la déter derrière, tu vois. Tu fais pas un passage de 5 minutes. Ça, un passage de 5 minutes, c'est. Mec, laisse tomber. Ça, c'était un gag. Mais j'étais mort de rire avec sa tête, mec. On dirait qu'il a une révélation à ce moment-là. Quoi? Il y a des gens qui s'entraînent 5 heures. Là, il est en Chine, la Moon. Sérieux? Ah ouais, il est en Chine. En fait, il a quitté la Corée. Là, il taffe à Zhengzhou. En fait, dans une compagnie, tu vois, qu'ils ont des écoles en Chine. Et là, j'ai été quand? J'ai été, je crois, bah, c'était l'été dernier. J'étais l'été dernier, il m'a dit qu'il était là-bas pour 1 an encore. Donc il vit là-bas, ouais. Puis sinon, pour le Pays de Coste, on en est où là? Qu'est-ce que t'as de prévu pour cette année? Je me rappelle même plus les juges, tout ça. Attends, oui, je me rappelle, il y a Archie pour le WAC. Ouais, alors en log c'était Willow. Enfin, ce qui est prévu, c'est Willow et Caboose. En pop, c'est JG et Ness. Et en WAC, c'est Archie et Sonia. Mais là, bon, avec la situation actuelle, le Covid, tu vois, les États-Unis, c'est en octobre, mine de rien, au Pays de Coste, mais les États-Unis, je suis pas sûr qu'ils ouvrent leurs frontières avant. Ouais. Je sais pas quand ils vont ouvrir leurs frontières. Donc là, bon, après, c'est un peu des infos exclusives que je te donne là, mais il va falloir qu'on prenne une décision rapidement. Et je pense que cette année, pour éviter d'avoir la tête sous l'eau, on va faire une édition franco-française en termes de line-up. Ok. Donc déjà, je peux te dire qu'en log, ça sera moi et Willow. Ok. Donc là, je retourne au charbon. En pop, bon, il y aura Ness toujours parce qu'il est là. Il y aura Sonia en wack. Il faut que je trouve un wacker et un wacker ou une wackeuse et un popper ou une poppeuse. Ouais. Donc voilà, mais je pense que il y a rien de définitif, hein. Vu la situation, ça peut changer, mais faut voir. Je pense que là, on se dirige vers une édition française en termes de line-up. Ok. Bah écoute, penses pas, toi? Moi je trouve très bien. Bah écoute, par rapport au risque, par rapport à éviter de faire les choses à l'arrache pour que ça se passe tranquillement et espérons que l'année prochaine ça reprenne pas et qu'on puisse avoir des événements normaux.
bah tu les fais revenir quoi. Parce que d'ailleurs Luz Cabos c'était incroyable et enfin les derniers trucs qu'on a vécu avec Luz Cabos étaient vraiment incroyables et je pense qu'ils méritent. Sinon par rapport au line-up que tu m'as dit, bah là comme ça à chaud, je te dirais en WAC si t'as en loc c'est parfait. En WAC si t'as Sonia déjà et on estime que Sonia c'est une des premières, bah je prendrais quelqu'un de peut-être un peu plus récent en deuxième, genre Mounia ou comme ça, ou alors je sais pas, tu prends Junior, il fait pas mal de trucs aussi en WAC là, ça pourrait être tout d'un coup intéressant, je sais pas, C'est faut vrai, réfléchir. j'avais pas pensé à Junior. Je pensais, comme toi, prendre bah, Mounia. En fait, j'avais Mounia en tête. Ouais. Pour être honnête avec toi, j'avais Mounia en tête. Et en pop, bon, après en pop, c'est pas les noms qui manquent, quoi. Donc Ouais, non, c'est sûr. je vais Ouais, sonder un petit peu les gens et puis je ouais, vais voir un peu. faut prendre le temps. Ouais, mec, mais Luz Cabo, c'est incroyable, mec, ce qu'on a vécu avec lui dernièrement. Et honnêtement, je me rappelle, un des premiers trucs qu'il nous a dit, c'est les gars, moi j'ai trouvé le secret de la danse, enfin pas de la danse, du loc. J'ai découvert ce que je cherchais depuis toujours. Puis on était là, c'est quoi? Et puis il fait, c'est l'amour, c'est l'amour de la danse. Je m'en fous j'ai plus aucun objectif, je m'en fous machin et tout. Et c'est vrai que je me retrouve un peu là en ce moment. Moi personnellement on en avait parlé la dernière fois et il y a plus aucun enjeu de mon côté. Après juger des battles, donner des stages, c'est pas vraiment des enjeux, faut garantir un niveau. Mais quand je danse, c'est du pur plaisir, je m'en fous complètement, il y a zéro pression. Et c'est Ouais. vrai que ça me fait souvent penser à Luz Caboose. Ça m'avait l'air trop cliché ce qu'il disait, tu sais. Mais finalement, c'est des fois les trucs les plus clichés, c'est les plus grandes vérités aussi. Ouais, ouais, c'était surtout la manière de dire, tu sais, à Ouais, l'américaine, mais tu sais, oui. c'est Disney le truc. Ah, Mais, mais ouais, c'est clair que, mais en vérité, quelque part aussi, tu sais, d'être un blaze, d'être un nom. Alors c'est cool, tu sais, c'est bien, c'est des accomplissements, c'est des trucs, c'est stylé, mais c'est aussi des, entre guillemets, des malédictions parce que du coup, quelque part, il y a un certain kiff un certain kiff de la danse qui disparaît avec. Tu vois, et quand t'as plus toutes ces pressions, toutes ces attentes des gens, et tu reviens que toi, toi-même, toi et ta danse, comme au tout début, où t'étais personne, et que tu te dis que tu dansais vraiment pour le kiff absolu. Ça, c'est un truc aussi qui, je sais pas moi, mec. Moi, je sais pas si avant ce que je suis en train de vivre que maintenant en fait. hein, Si j'ai déjà dansé que pour le kiff absolu. Je crois que j'ai toujours eu une envie en moi de de prouver quelque chose, de m'affirmer. Même quand j'ai commencé à breaker encore à l'école primaire, euh, j'avais toujours cette envie de prouver. J'en sais rien. pas moi, moi non. Fallait que c'était comme c'est dur à expliquer comme sensation, mais euh, c'est comme si je chantais la responsabilité d'inspirer quelqu'un, de faire avancer les choses. Parce Mhm. que après ma réalité au Portugal, tu l'as connue, j'étais un peu le danseur à tout faire ici. Le break, le pop, le lock, le machin. Et je sais pas, c'est que maintenant que j'ai l'opportunité et presque le luxe, j'ai envie de dire, de danser que pour le kiff. Moi, contrairement à toi, c'était pas du tout ça. Moi, les pressions, euh, les objectifs, les rêves, les buts, et avec ça, les accomplissements, les pressions, les attentes des gens. C'est un peu tout ça qui tue, entre guillemets, bien sûr c'est métaphorique, mais qui tue cet amour qu'il y a au tout début de la danse. Et moi j'étais comme ça au début, j'étais déjà bisounours, je kiffais tellement danser et que euh, j'avais pas encore l'ambition de devenir qui que ce soit ou de faire qui que ce soit c'est juste danser parce que tu kiffes danser, t'as vu des mecs, t'as trouvé ça stylé et tu veux juste faire comme eux, c'est tout. Ouais.
Ah Et ouais. vraiment, j'ai un truc, je vais faire un truc, c'est que j'ai des alors c'est pas des mini DV, j'ai des mini DV de la caméra à l'époque, donc là je te parle, on est dans les années 90, 19, 18. Hmm. J'avais tout premier pas de danse, où je sais, dans l'anniversaire de mon frère, où mes parents, tu sais, poussez-vous, vas-y, je vais danser, avec, mec, des vidéos. Ça, je l'ai pas vu. Ça fait au moins, ça fait plus de 20 ans. Enfin, ça fait au moins 20 ans. Parce que c'était sur un caméscope. Mais tu sais, pas les caméscopes avec écran Ouais. digital. Le truc, tu mets l'œil Ouais. dedans. Ouais. Tu sais, l'espèce de Ouais. truc gigantesque comme ça. Et c'était des DV. Même pas des mini DV, des cassettes comme ça. Ouais. Et j'ai tout gardé. Malgré les déménagements, tu vois, j'ai des heures et des heures de souvenirs, forcément, des souvenirs familiaux, des machins, des trucs que j'ai pas revus depuis. Mais je sais que là-dedans, il y a des pépites. Mon tout premier groupe, Perfection HP, c'était un groupe avec des breakers. Et moi, je pareil, comme j'ai commencé aussi par le break, je breakais, mais je faisais aussi du debout. Il y a mes tout premiers padlocks. Ah, mec, là, on est sur du golden. Mec, On est sur du maxi golden. Et ça, tu vas le sortir à un de ces cette quatre. époque-là, je vais le sortir. Je vais tout numériser et je vais te sortir ça. Mais à ce moment-là, il y avait aucun objectif. C'était que du pur kiff. Les objectifs ont commencé avec Vagabond. Hmm. Parce que là, j'ai mis un doigt dans l'engrenage. Là, on est dans la grosse machine, on est dans les battles, et puis ça te donne, ça te projette. C'est-à-dire, tu peux aussi devenir quelqu'un, tu peux aussi, il y a un avenir. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ça te Ouais, fait ouais. entrevoir un avenir. C'est-à-dire, tu peux, si jamais tu veux, et si jamais tu taffes, tu peux te tracer ta voie quelque part. Et Ouais. avant Vagabond, c'était juste tu sais, c'était idyllique. C'est-à-dire, t'es là, tu gambades dans les champs, t'es là, tu kiffes ta race, tu penses à rien d'autre qu'à kiffer. Ouais, ouais, ça j'ai pas eu moi. J'ai pas eu. Ouais. Si je dois reprendre dès le début mon expérience, c'est l'histoire d'un petit gamin qui se retrouve dans un pays inconnu à l'âge de 4 ans et qui veut déjà prouver qu'il peut faire comme ses grands cousins. Mes cousins, ils breakaient. C'était l'époque de Beat Street. C'est, je sais pas moi, 85, 86, j'en sais rien. Et donc moi je voulais faire comme eux, je voulais bouger comme eux, c'était des petits moves machin. Après à l'école primaire, encore une fois, parce qu'en fait moi ce qui s'est passé c'est que je suis allé en Suisse quand j'avais genre 4 ans, je suis revenu au Portugal pour que mes parents et les papiers, tout ça, qui règlent leurs affaires. Et après j'ai pu retourner, quand je suis retourné à l'école primaire. Et là en arrivant à l'école primaire, le break il était à fond partout. Et être un b-boy dans ma ville, c'était être respecté. Mhm. Donc je savais que, ayant déjà un penchant pour la danse, je savais que si j'arrivais à être considéré un b-boy, parce que tu pouvais pas dire, moi je suis un b-boy. On te considérait un b-boy. C'est les autres qui disaient que tu étais un b-boy ou pas. Bah que j'allais être respecté. Et donc déjà là, il y avait ce truc de vouloir prouver, d'être accepté, et de créer une réputation. Quand je suis arrivé au Portugal pour les Suisses en 95, pour les Français en 95, euh, bah là j'avais cette information que les autres avaient pas, les gars qui étaient dans le hip-hop, qui rappaient, qui graffaient à l'époque on faisait tous tout, ils savaient que moi je dansais un peu plus que tout le monde et ils ont commencé à vouloir choper cette info et à motiver, vas-y, il faut que tu danses, faut que tu nous montres des moves, machin et tout, puis j'étais là en train de leur montrer la coupole, le windmill et genre à mes 15 ans, j'avais presque déjà un statut de pionnier dans un pays, tu vois. Et j'avais tout ça Mhm. sur mes épaules. Jusqu'en 2008 où je suis reparti en Suisse où je suis arrivé à un point où je voulais même plus mélanger l'argent et la danse. Parce que ça me pompait tellement, cette responsabilité et ce poids me pompait tellement d'énergie ici au Portugal que j'ai voulu arrêter et puis juste danser pour moi, plus mélanger ça à l'argent, puis je suis allé faire un taf entre guillemets normal en Suisse quoi. Du Ouais. coup, vraiment c'est un privilège que tu as eu, mais en parlant de pépites, mec, tu pourras les regarder après. Il y a une vidéo de moi en 99 sur YouTube. Je sais plus comment elle s'appelle, si c'est Gaioline, Show, je sais pas quoi, où je fais un passage de loc sur Gangstar, sur du hip hop quoi, sur du rap Ouais, quoi. ouais.
Et mec, je fais des moves, j'ai jamais vu. Et je me rappelle qu'à peu près à la même période, il y avait un gars. J'étais allé faire un show aussi à Lisbonne, puis un Brésilien qui est venu, c'était B-Boy Soldado. Puis il m'a dit, tu sais, le pop et le lock, c'est deux trucs différents. J'ai dit, t'es con, quoi. Tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas, tu sais, en plus, à cette époque-là, moi, j'étais au Rei do Gado, comme on dit Ouais, ici. ouais. Le king, tu vois. Et puis, j'étais malade. C'est pop lock, gros. Si tu me parles de popping, locking, c'est quoi ces conneries? C'est pop lock, electric boogie. Fais-moi pas chier. Mec. Et j'ai donné des stages comme ça. Je donnais des stages comme ça. J'ai dit, bon, Ouais, pop mais lock, c'est comme ça. à l'époque, tu sais, on a tous dit des conneries parce que t'avais pas les infos, tu savais pas. Donc à un moment donné, tu t'avais entendu une pseudo-rumeur et puis le truc il s'est développé comme ça. Ouais. Et je veux dire encore aujourd'hui, hein, quand je me rappelle que des premières conversations qu'on a eues, c'était pour essayer d'avoir une lumière sur le peu d'infos qu'on avait à propos des bases en lock et des noms qui existaient. Ah, toi, tu l'appelles comment, Smooth, machin. Et 20 ans, voire presque plus de 20 ans après, on se retrouve à Los Angeles à poser les mêmes questions, gros. Ouais, ça c'est triste. Mais Ouais. ça par contre c'est à cause des anciens en fait, tout simplement. Sans tirer sur l'ambulance, mais il y a tellement de conflits entre les anciens. Alors, est-ce que c'est des conflits personnels? Est-ce que c'est des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est ça? Bon, ça me regarde pas. C'est eux. Tout ce que je sais, c'est que les gens qui arrivent derrière, c'est eux qui se prennent toute la merde dans la tête parce que quand tu vois que d'un côté, il y a des mecs qui te disent que Scoobot, que toi et moi, on sait à quoi ça ressemble un Scoobot. Hmm. Ils disent que ça s'appelle Scoobot, mais que un autre fuseau horaire sur la planète, on appelle ça Shuffle ou peu importe. Ça, qu'il y en a on dit des twirls, d'autres des wristwalls, d'autres des rolling the dice. Toi, t'es là, tu fais quoi avec ça? Moi, perso, je n'ai plus rien à foutre. Non, ouais, non, mais moi j'en ai plus rien à foutre non plus. Mais je veux dire, quand, Tu fais rien, c'est la merde. Et tu sens qu'il y a un jeu d'intérêt. Que les gars, moi j'ai l'impression qu'il y a des gars qui se rappellent au bout de 15 ans que tout le monde appelle ça un scoobot. Ils se rappellent que finalement c'était un shuffle. Et j'ai l'impression qu'ils se rappellent de ça pour te dire indirectement, ouais, non, mais les gars, après vous ça avez se encore sent, besoin de moi. ça se sent, Et ils veulent ça donner se des sent que stages, les gars. c'est pas pour, tu vois, c'est pas pour la culture. C'est que les gars ils veulent tirer la couverture pour chez eux. Tu vois, c'est toujours dans un but, je ne sais quel, comment ça s'appelle. Je sais pas, ouais, c'est pour dire non, c'est moi qui ai le bon terme. Et souvent, ce qui va avec, c'est ça s'appelle comme ça. Si tu l'appelles pas comme ça, c'est pas. Si tu l'appelles pas comme ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas du loc. Souvent, c'est Ouais, ce que c'est. après moi, je sais même pas s'ils veulent genre, Moi, souvent, euh, je l'ai entendu ça. Si je, jamais tu le fais pas de ma manière, si tu veux pas le Scooby-Doo comme ça, ou si non, 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 ça c'est pas du loc, ça s'appelle pas comme ça, c'est pas ça. Genre, écoute-moi, c'est moi qui sais. ouais, Alors que 15 jours après, tu vas voir un autre bon, qui déjà, dansait aussi avec le même gars et il te tient un discours complètement différent. Et ça, quand le problème, c'est pas nous aujourd'hui qui en ont plus rien à foutre de comment ça s'appelle un scoobot en vérité dans ouais, l'absolu. Ce qui est con, c'est de bien le faire parce ouais, que les noms, c'est les noms, mais le mouvement, lui, c'est le même. voilà, Le problème, c'est quand tu es dans une démarche, dans une quête de connaissances et et d'exactitude. Il est là le problème. C'est que quand tu es un élève et que tu veux apprendre, tu vois, au plus près de la source, de savoir exactement comment ça s'appelle. C'est même pas un travail de connaissance, faut que tu fasses un putain de travail de journaliste. grave, Faut que tu ailles voir un mec là-bas, après faut que tu ailles voir un mec là-bas, puis après faut que tu ailles voir un mec là-bas, puis après tu recoupes toutes les versions. Mec, on fait de la danse. On n'est pas investigateur, tu vois ce que je veux dire? Il devrait avoir une information écrite quelque part, tamponnée, certifiée, faites passer le chariot. Mais non. Tu vas rencontrer un OG, il va te dire ça. Un OG ou pas forcément, hein, mais en tout cas, tu vas rencontrer un mec qui a une certaine légitimité. Il va te dire ça, tu vas le croire sur parole parce que t'es de bonne foi et parce que t'es étudiant. Et donc t'es à ta place d'étudiant et tu te dis que le professeur, quelque part, il sait. ouais, Donc toi, tu l'écoutes et tu le crois. Et quelques semaines après ou quelques années après, tu rencontres un autre gars, tout aussi légitime, tu hmm, vois. Et il te dit, en fait, non. C'est pas ça, tu vois. hmm. Hop, rien dans les mains, rien dans les manches. Et là, du coup, tu te dis, ah ouais, d'accord, peut-être tu dis de la merde, je vais te croire toi. Ouais, Et puis après, t'en croises un troisième, et là tu dis, ils écoutent pas, je le connais, tu vois. Bon, allonge l'oseille, après on discute.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'avoir plus de mérite. J'ai juste l'impression qu'ils ont besoin de taf. J'ai l'impression que les gars, ils te sortent les trucs, enfin, qui créent ce genre de situation pour indirectement te dire, vous avez encore besoin de moi. C'est pas vraiment le scoobot. Ça, c'était le shuffle. Tu vois, ils veulent rajouter un petit truc, ils veulent rester, ils veulent te donner cette sensation de vous avez besoin de moi. Tu vois, il y a des trucs que vous savez pas encore. Et ce qui est triste, c'est que il y a des trucs qu'on saura jamais et qu'on pourra jamais savoir parce qu'on les a pas vécus à cette époque-là. Et t'as pas besoin de compliquer, de rentrer dans des politiques. Pour avoir ce mérite-là, pour avoir cette crédibilité-là, tu l'as déjà, gros, t'y étais, mec, t'y étais, on cherche pas à prendre ta place. En vérité, je pense qu'ils se font du mal à eux-mêmes, parce que si jamais ils étaient, entre guillemets, sages, ils préserveraient les jeunes des polémiques et des histoires qu'ils ont entre eux, tu vois, pour le bien de ce que tu veux. Pour le bien de la danse, tu vois. Si tant est que tu aimes cette danse-là, t'essaies de mettre tes histoires de côté pour pas polluer les gens et faire des guerres de clans. Gros. Mais non. Moi, c'est triste à dire, hein, paix à son âme, mais Don, une des premières conversations que j'ai eues avec lui, où on s'est vraiment posé à table, on a parlé pendant des heures, en 2005, je crois, quand il est venu au Portugal. En gros, ce qu'il me disait, c'est que vu que je m'entraînais avec lui, vu que j'avais un contact direct avec Don, que j'avais le même statut que n'importe qui est venu après lui. Donc, tout le monde. Genre, il met au même niveau que tout le monde qui vient après lui, tu vois. Et il voulait absolument que je prenne en battle Sugar Pop. Il disait, ah ouais, gros, carrément. Ah oui, non, il voulait. Il disait, toi, faut que tu lui montres. Toi, tu vas lui montrer, mec. Moi, je vais t'apprendre. Et toi, tu vas lui montrer. Et j'étais là, mec, tu me parles de quoi? Et il me disait, non. Ça finit en clé de bras, cette histoire. Grave. Mais, ouais, j'ai essayé de lui faire comprendre. Moi, mon gros problème, c'était qu'il sente que, vu qu'on n'y était pas, nous, dans les années 70 à Los Angeles, on est obligé d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé, du genre de mouvement qui se faisait, que je peux pas inventer une danse ou évoluer dans une danse dans le vide. Oui, complètement. Si j'ai envie de changer le Scooby-Doo, faut que je sache faire le Scooby-Doo. Non, c'est bullshit. Attends. J'arrive, je fais 2-3 Scooby-Doo, machin et tout. J'y viens et je fais genre Scooby-Doo pirouette, tu vois, j'en sais rien, une merde. C'est exactement ça de ce que je parle. C'est ça que je voulais que tu fasses. Tu vois, tu le fais à ta façon. Je fais gros. Enfin, j'ai pas dit gros, mais bon, on se comprend. Ça, ça, c'est pas cool. Non, mais j'ai dit mec. J'ai pas dit mec non plus. J'ai dit what's up, bro. Non, j'ai dit j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas faire le Scooby-Doo. Il m'a fait ouais. Mais bon, juste pour confirmer ce que tu disais, ils savaient pas à nous mêler à leurs problèmes. Il y a à les régler à travers nous. Et il y a trop eu de ça. Et on a pris énormément de retard, je trouve. Et on a pris énormément de retard dans l'acquisition des connaissances. Tu sais, ça aurait pu être tellement mieux. Ouais, c'est sûr. Pas tellement mieux, mais en tout cas tellement plus simple. Moi, ce que je regrette le plus, enfin, je regrette pas, mais ce que j'aurais voulu avoir chez les pionniers en loc, c'est d'avoir un popping pit en loc. Un gars qui est là et qui ramène encore des trucs, des fraîcheurs, tu vois. Un gars qui a vraiment un niveau, qui continue d'inspirer, qui continue cohérent dans sa danse. Enfin, je dis ça pour mes yeux. Ce qu'on a vu de bien, on les a vus en vidéo, tu vois. Imagine le kiff pour toi d'avoir dansé avec Don, mais d'avoir Don avec un certain niveau. C'est pas de faire un vieil handshake avec Don et puis hop. Ouais. Et ça a toujours été un petit regret pour moi.
Non, moi, le kiff, c'est juste, là, c'est vraiment très, là, c'est des kiffs, enfin, c'est du fantasme. Hmm. Tu vois, bon, c'est du rêve. Mais moi, le kiff, et c'est pour ça, tu vois, même ça, c'est dommage symboliquement de pas avoir eu les Lockers tous réunis autour d'une table, tu vois, et de les voir, même faire un show pété, tu vois, même faire un show pété, c'est pas le bon mot, mais un show tranquillou, tu vois, un Ouais. show de mecs de 60 ans, et mais de les avoir tous ensemble, Hmm. tu vois, ça aurait été magique. Ouais. Ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour le symbole, tu vois. Et même ça, on n'y a pas eu droit. D'ailleurs, quand on était à Los Angeles en 2004, il y avait, c'était quoi ce groupe? Tu sais, il y avait Luz Cabuz, Tony Gogo, une rouquine, va savoir qui c'est. Une rouquine. J'ai pas vu les shows, moi. Je sais qu'il y avait plusieurs Ah jours ouais. dans B-Boy Summit. Nous, on a été pour les battles, et quand le battle il s'est annulé, on avait tellement la rage tu vois, on a insulté Asia One et puis on s'est barré, quoi. Ouais, putain, c'est vrai qu'on s'est fait avoir avec ce battle de Lock. On était Ah, non. tous comme des oufs dans les cyphers. On attendait, non, 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 il manque encore 20 gars pour le pop. J'ai l'impression que pendant 4 heures, il manquait 20 gars pour le Mec, pop. mec, nous, on a payé 2000, plus de 2000 € de billets d'avion. Ah ouais. On a payé une fortune dans l'avion, dans l'hôtel, dans la bouffe, on mangeait avec des burgers, donc ça coûte pas trop cher. Mais on a payé toute notre poche de dingue. On arrive là-bas, tu vois, et on te dit en fait non, il y a pas à avoir de battle. Tu viens de France. C'est comme si, je sais pas, il y a des Japonais qui viennent au pays de Coste et Ouais. encore, bon, tu vois, où ils viennent au JD, tu vois, ils viennent au JD. Et à un moment donné, en fait, non, dégagez. Rentrez chez vous, circulez, rien à voir. Le mec, il vient du Japon. Bah, nous, c'était la même. De toute façon, avant le JD, le rendez-vous, le C'était la B-Boy pèlerinage des Summit. Hein. danseurs, c'était B-Boy Summit. C'était la sainte église des événements funk style et break. Mm. Et du coup, on arrive là-bas, mec. On a fait un voyage touristique à Los Angeles, quoi. On est parti faire des vacances, 10 jours de vacances. Ouais. Au Mais en termes de final, locking, zéro. ouais, non. Après, moi, au final, sans regret, quoi. Bah, tu vois, peut-être on se retrouve là aujourd'hui. C'est peut-être grâce à ça. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Ouais. Ouais, je parlais Euh, juste le en Battle ce qui Lock, concernait ouais. l'événement, voilà, l'événement et le battle lock, c'est tout. Après, évidemment, on s'est rencontrés là-bas, donc c'était sûrement la meilleure chose qui soit passée là-bas. Mm. Ouais, non, c'était incroyable. C'était incroyable, mec. Euh... C'est là-bas aussi qu'on a rencontré Franck Edjar. Ouais, d'ailleurs, il veut revenir en Europe, là, il m'a Non, écrit. moi, Non, moi, non, là, je l'avais rencontré l'année d'avant. moi, je parlais déjà avec lui. D'ailleurs, je me demande comment j'ai commencé à parler avec lui. Je sais pas si c'était de ces forums, machin et tout ça, là, qui existaient déjà, les quelques forums qu'il y avait. Je parlais déjà avec Franck, mais la première fois que je l'ai vu, c'était à la B-Boy Summit, puis après, je l'ai revu à Paris quand je suis venu chez toi. Hum. Et puis ouais, et puis c'est grâce à un pote à Franck que nous on s'est connus, qui m'a appelé et puis il m'a Ah, dit ouais, c'était pas Franck c'était pas Franck qui était... non. Ah, je pensais que c'était... Non non, c'était pas Franck. C'était un de ses potes, lui m'a présenté, il y avait des gars de son groupe, je dis chip ou je de rythme. Ouais. Et bah pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y avait ta vidéo qui était, enfin il y avait 2-3 vidéos de toi qui étaient sorties et moi on m'avait dit que t'étais un Suisse. Un gars qui s'appelle Andro ou Andrew, je sais pas quoi. Ah, moi, j'étais tranquille, tu vois. Pilote, pour moi, c'était tout sauf un portugais. Et puis il y a le pote à Franck qui me dit, ouais, je vais te présenter un portugais, un gars qui fait du loc ou je sais pas quoi. Je sais même plus s'il m'avait précisé le style de danse. Je fais, ok. J'arrive et puis on était dans un grand entrepôt où il y avait la Funk Ah, Fest en haut, là. exact. Moi, je monte les escaliers et puis t'es juste après les escaliers. Et puis il me fait ouais c'est Patrick et portugais. Le gars il s'appelle Patrick, il est portugais, c'est quoi déjà ce bordel? Je sais. Je te parle en portugais. Et toi t'as tout machin. Et toi ces accents à la Sixty lundi, accent à la Sixty lundi. Je fais bon ok bonne chance kiffe l'événement. Et trop de trucs en même temps. Juste derrière moi il y avait Skitter Il y avait Rabbit. Don, il y avait Kabou, Ouais il y avait tout le monde. Mais je me rappelle que j'entendais ça gueuler, il y avait Skitter Rabbit qui dansait. Donc pas Skitter Rabbit, OG Skitter Rabbit, Skitter Rabbit des Ibis, ouais.
Et j'étais là, je regardais partout, je disais, hey, Patrick, ok, ciao. Je reviens, et là, il y a une cypher où il y a Max d'ailleurs qui est en train de filmer, bouche ouverte, Sugar Pop qui kiffe, machin et tout. J'ai dit, putain, il se passe quoi là? Tout le monde qui kiffe. J'arrive, je te vois danser, puis là, je me dis, mais les moves, ces moves, je les connais, gros. Et là, je rentre dans la cypher, t'es en train de danser, puis je te prends comme ça, je t'arrête. Eh gros, c'est quoi ton blaze de danseur? Piloc. Oh putain de merde. Après là, après on a gardé contact, tout ça, c'était incroyable, mais ouais, j'avais pris une claque. C'était incroyable, même avec ses débuts. Ça, c'est vrai que c'était une putain de phase magique. La B-Boy Summit. Ouais, cette époque-là, ouais, j'avoue. Après, quand on se parlait déjà sur Messenger, ça a commencé à déconner grave. On restait, mec, c'était une phase de ouf. On s'entraînait comme des malades. Et après, on restait encore jusqu'à 6 heures du mat, debout sur Messenger à s'envoyer et ça, les gens, ils se rendent pas compte. Là, avant, quand on parlait de passion, on le sent dans ces moments-là qu'il y a une vraie passion. Parce qu'on s'entraînait comme des oufs. On arrivait à la maison, on se connectait sur Messenger, on s'envoyait les vidéos des entraînements ou des éventuels... Sur MSN. Ouais. MSN. MSN Messenger, pas Messenger Facebook. Hein. MSN oui, Messenger. C'est autre chose. On s'envoyait les vidéos des entraînements, voire des battles qu'on avait fait. Correction, ça va pas, si ça va pas, chacun donne son opinion. Nouveau son, on passe des heures à s'envoyer des sons, j'ai trouvé celui-là. Ah putain, attends. Et je me rappelle. Cette époque, c'était incroyable. On s'échangeait même des photos des lockers qu'on arrivait à trouver sur Google. Elles étaient tellement peu nombreuses que dès qu'on chopait la gueule de Don, on était heureux, mec. On avait envie de faire des posters avec. C'était les débuts et donc du coup chaque truc c'est un trésor en fait. Et la magie quand on a vu la première fois chez toi, j'étais là quand t'as reçu la cassette, c'était une copie d'Underground Dance Master. Mais mec, là c'était la fin du monde. C'est clair. Ouais, parce que là à cette époque-là c'était encore les VHS. Ouais. Ah ouais, la VHS elle était déjà elle était surcopiée de surcopiée. D'ailleurs c'était qui te l'avait filé là? Je sais pas, Junior. J'ai aucune idée, je m'en rappelle plus. Underground Dance Master. Je crois que je sais que je l'avais vu, je sais que Momo, je l'avais vu chez Vagabond à cette époque-là. C'était les premières images que j'avais vues des lockers. C'était chez Mohamed, donc leader de Vagabond. Mais à cette époque-là, les originaux, tu vois, ça me parlait pas trop, tu vois. Mais et après, quand j'ai commencé à danser avec Junior, c'est lui qui m'a. Franchement, j'ai plus le souvenir de comment j'ai eu cette cassette. Je sais pas, j'ai l'impression que tu m'as dit ouais, tu m'avais dit le blaze de la personne sur le moment. J'ai pas l'impression que c'était Junior, mais mec, c'était juste incroyable la quantité de fois qu'on a regardé ça et l'envie qu'on avait d'aller en salle tout de suite après. Et ça galvanise. La quantité de moves. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, j'avais fait un passage, je sais pas si c'était une présélection du JD ou quoi. J'avais fait un passage sur Paris, je descends, et il y a Jérémy qui vient vers moi, puis il me fait ah ouais, il était bien ton passage. Je me demande où c'est que tu l'as pris, le truc où t'as couru là. Tu sais, j'avais couru à la donne. Ouais. Mais à l'époque, on se tapait des heures à regarder ses cassettes. On se disait que le moment où il avait couru, ça défonçait tout. On allait tous à la salle courir, tu vois. Et du coup, le faisais, tu le faisais, Jimmy le faisait. Mais moi, si je le faisais et le gars, il connaissait pas le move de Don, il croyait que ça venait de toi ou de Jimmy ou je sais pas quoi, tu vois. Et ça, c'est vrai que j'ai dû me le taper 50 000 fois. Mais, ouais, c'était vraiment une phase magique où tout était nouveau. Et puis, d'ailleurs, je me demande s'ils ont ça, les gars d'aujourd'hui. S'ils regardent les OG avec je me demande s'ils regardent plus ce qui se fait en battle ou s'ils vont étudier les OG, tout ça. Parce qu'encore dernièrement, j'étais surpris que des danseurs ne connaissent pas leurs classiques. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Au vu de comment les jeunes dansent,
c'est pas une critique négative, tu vois, c'est pas une critique. Je pense que c'est juste un sentiment. Comment ils dansent, les influences qu'ils ont, en tout cas de ce que je vois, ceux qui s'inspirent des Lockers, ça se voit dans leur danse. Mais je pense la majorité des jeunes, ils ont regardé, ils ont vu, ils connaissent, tu vois, mais c'est pas des mecs qui font des fixettes sur les Lockers, qui les étudient et qui essaient de capter la complexité de leur danse. Ils regardent et disent ouais, c'est cool, c'est funky, tu vois, ouais, machin, c'est génial. Ils regardent 2-3 fois, puis après ils vont regarder des battles, ou ils vont regarder d'autres mecs, tu vois, ou des gens plus actuels. Ouais, moi c'est sûr. Parce que ça pour le coup, ça se sent. Ouais. Tu le vois. Les gens tu le vois l'influence des gens en fait. Ça se voit dans leur danse. Ça transpire. Moi, dernièrement, je le vois surtout, enfin, dans leur danse, c'est sûr qu'on le voit, c'est incontournable. Mais musicalement, j'en conclus que c'est impossible qu'ils aient vu les originaux parce qu'ils connaissent pas les sons sur lesquels ils dansaient. Des fois, je les passe et tu vois très bien que les gars, ils sont perdus. Ouais. Je veux dire, je passe un coke et les gars ils connaissent pas les accents. D'ailleurs, on parle de ça, mais tu sais, je me suis fait un kiff. Pourquoi c'est comme ça? Je ferme ça. Je me suis fait un kiff. Et franchement, tu as aussi bien, tu sais très bien tu as l'opinion que j'ai de Disco Connection, tu as tous ces sons. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que si je te dis ça, c'est que donc voilà, Don il est mort et qu'au Pays de Coast, j'aimerais qu'on fasse qu'on célèbre Don, c'est-à-dire ou tu as les Lockers. Ouais, on avait parlé de ça, que je passe des sons sur lesquels il avait dansé, Taurus, exactement, tout ça. Taurus, mec, j'ai réécouté Taurus. Aussi, franchement, mec. Taurus, il est excellent. Mec. Je l'ai réécouté, j'ai fait non mais tu rigoles ou quoi? Mais moi le problème de Taurus, c'est que je saurais pas t'expliquer pourquoi. Des fois, quand je pense à Taurus, enfin, je pense pas à Taurus, je pense à Denis Coffey, je pense à Scorpio. Alors, je le mets un peu de côté, tu vois, je me dis non, pas trop envie. Mais Taurus, mec. Taurus, c'est très bon, mec. Taurus. Mais je pense honnêtement, ce genre de son, c'est vrai que si jamais tu t'es pas imprégné du spirit, tu t'es pas imprégné de cette vibe-là. L'énergie, l'énergie que les sons ont dégagé chez eux. Exactement, parce que il y a le son, puis il y a à quoi le son il fait appel. Ouais. Et à quoi, tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur ça. Tu mettrais Taurus en battle, je pense que les gens ils vont te regarder, ils vont faire ouais mais qu'est-ce que c'est, machin, je sais pas, parce qu'ils savent pas en fait. Ils ont pas l'image qui va avec. Ils ont ils ont pas les références. Ils ont pas les références. Par exemple, d'ailleurs, c'était ça que je suis en train de dire avant. Moi, je pensais faire une vidéo dernièrement. Ça fait un moment que j'y réfléchis sur le fait que certains danseurs s'approprient les sons. Ils ont tellement tout défoncé sur un passage, sur un son spécifique, qu'à partir de ce moment-là, le son leur appartient. Et Tribe Coke, pour moi, c'est Don. Pour moi, Tribe Coke, pour moi, c'est Don qui remonte de split, qui fait son hat-trick et qui fait un ball change en même temps sur le cacon. Ce moment, je l'ai en loop dans ma tête pour toujours. Moi, c'est quand il fait kick, split, knee drop, remonte. En fait, c'est toute la séquence. Ouais. Il fait. En plus, c'est tout sur les percus, tout sur le son. Ta, voilà. Et c'est exactement ça. Le mec, il arrive, il fait kick, split, il fait une demi-remontée, knee drop, working knees, il remonte, turn the hat, il fait un genre, comme tu dis, ball chain, Scooby-Doo, avec un clap, lock, wrist wall point, et après ça repart. Mec. Ce moment-là, non, ça c'est sûrement le moment de toutes les vidéos des Lockers. C'est le solo de Don. C'est ce solo-là. On l'a étudié avec Jimmy, on l'a poncé. On l'a poncé ce moment. À ce moment-là dans la bande, quand tu regardes la vidéo, tu sais que l'image elle change. Tu sais, il y a de la neige. Tellement on l'a regardé ce moment. Mais je me rappelle avoir vu. D'ailleurs, je sais plus dans quel ordre c'est allé, parce qu'on a eu Underground Dance Master. Je suis reparti au Portugal.
entraînement à mort, je reviens à Paris passer je sais pas combien de temps. Et je me rappelle que tu m'as dit que Jimmy le faisait déjà, genre mouvement par mouvement ce passage. Il le fait déjà. Je dis putain, non, il a appris par cœur. Ouais, celui-là, il le fait par cœur. Genre, c'est comme si on avait des objectifs de connaître tous leurs passages, tu vois, de les maîtriser. Et après, il y avait eu, on avait chopé la cassette des solos, enfin pas des solos, de tous les shows. Je crois que c'est venu ça c'est venu après Dance Master, Underground Dance Master. Ça c'est Can, non? Ouais, c'est Can. C'est Can qui me l'a donné cette vidéo. Ouais, ça, elle s'appelait Lockers Profile 2000 ou un truc dans ce genre-là. Maintenant, j'ai la même cassette, mais ils l'ont numérisée et je l'ai récupérée. Alors, en qualité pourrie. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était incroyable. Ouais, il y avait tous les shows qu'on n'avait pas vus. Il y avait plein de trucs. Il y a plein de trucs qu'on n'avait pas vus. Mais en parlant de tout ça, ça m'a fait penser à un truc qui me gêne depuis un moment. Il y a plein de bons trucs dans la nouvelle génération de Locker, mais des fois, il y a des trucs super basiques qui me dérangent grave. Et j'ai l'impression qu'ils valorisent pas assez l'esthétique dans leur mouvement. Et un des mouvements, mais qui me dérange le plus, ça me fait péter un câble, c'est le skitter habit. J'ai envie de dire que 80% des skitter habits faits en 2020, ils sont pourris et ils sont moches. Ils sont moches. C'est horrible, mec. Fais pas. Fais autre chose. Gros, je comprends pas ça. À un moment donné, tu t'es vu, tu te filmes, ou si tu te filmes pas, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de toi, en plus maintenant, où tout est publié, où je comprends pas ce côté-là, cette insouciance de l'esthétique. Ouais, c'est vrai. Et puis les gens qui ont ce souci-là du style, de l'esthétique, ça se voit, ça se ressent direct. Enfin, ça saute aux yeux, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est dans l'air du temps, c'est que les gens, tu vois, sont. Enfin, en fait, je sais pas, les gens sont. Je ne sais pas en fait. Je pense que là, si jamais je devrais dire un truc générique, c'est ils pensent plus au battle, à la gagne, ça, au but qu'au moyen d'accéder à ce but. Ouais, après ça c'est encore un problème qui est présent dans tous les styles, c'est que et pourtant c'est un problème que je me rappelle en avoir parlé avec Joseph Go, que j'ai connu aussi en 2004 à Los Angeles, on s'est connus tous au même moment. Il m'avait posé la question à peu près en 2004 aussi, sur toujours MSN Messenger. Il m'a dit, tu trouves pas que les battles déforment la danse? Le format battle, en fait, la question qu'il voulait poser, c'est le fait que les danseurs actuellement soient conditionnés à danser 1 minute, qu'ils aient un certain nombre de passages. Ils savent plus ou moins les sons, et à l'époque les DJ passaient que le début des sons, donc la majorité des danseurs connaissaient que la première ou les 2 premières minutes du son. Tu sais que ça conditionne la danse, ça la change. Tu l'exécutes pas pareil, tu peux pas danser de la même manière. Je veux dire, le lock, c'est une danse de club. Les gars, ils dansaient toute la soirée. Et ils dansaient avec des meufs, et ils se déplaçaient, et ça montait, ça voulait impressionner, ça allait au sol. D'ailleurs, c'est un truc qui me surprend aussi quelque part, c'est que il y a presque plus personne qui met des genouillères. Dans les cours, tu vois un knee drop ou un split, tous les tremblements de terre. C'est clair. Ça, je comprends pas non plus. Et c'est vrai que peut-être cette insouciance de l'esthétique, ces shortcuts que les danseurs prennent, j'ai l'impression que c'est aussi à cause du format. Tu sais, ils savent ce qui fait gagner, qu'est-ce qu'il a fait lui, qu'est-ce qu'il a fait le gars pour gagner le week-end passé au Forever ou peu importe. Et cette direction-là qu'ils vont prendre, sans se soucier de certaines choses qui sont essentielles en fait. Fondamentales. Qui sont fondamentales, ouais, c'est clair. Ouais. Je sais pas si c'est ça, peut-être je me trompe, mais il y a un peu de ça, mais après il y a pas que du mauvais non plus. C'est vrai que le locking c'est la danse la plus ancienne dans ces danses là
qui sont liés au hip-hop ou qui sont intimement liés. Mais ça reste la danse la plus jeune. Ça reste la danse où on a eu l'information le plus tard. Ah ouais, là, dans la pratique, on est la danse la plus jeune. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens sont toujours en train de comparer le lock. Ouais, mais le lock, le lock et le pop, c'est pas comparable. Non. Il y a jamais eu d'arrêt, il y a jamais eu de coupure du moment de la création jusqu'à aujourd'hui. Les informations se sont toujours transmises toutes les décennies, des années 70 de la création, dans les années 80, il y avait toujours alors c'était pas du boogaloo, du book style, c'était une autre forme, c'était de l'animation, ou appelle ça comme tu veux. Mais c'était toujours la même danse, on va dire, dans la même famille. Ouais. Ensuite, les années 90, pareil, il y avait que des breakers ou des smurfers. Et dans les 2000, voilà, les boogaloo, ils sont revenus, ils ont mis un coup de tampon, terminé, ça bouge plus. Et jusqu'aujourd'hui, voilà. Donc il y a eu une évolution en fait. Et en lock, il y a rien eu. Enfin, il y a eu les lockers. 77, 78, dans ces années-là, ça s'est arrêté. Le groupe, il s'est dissous. Puis après, il y avait des groupes, mais des groupes dans leur cave. Tu vois, il y avait 3-4 groupes par-ci par-là, mais il y avait aucune portée, rien du tout. Alors que les boogaloos à cette époque-là voyageaient déjà, étaient dans des films. Je veux dire, le lock, c'était vraiment pas une danse populaire, et en plus, elle était pas mise en lumière, pas mise en valeur. Ouais, c'est ça, ouais. C'était impossible que les gens connaissent le lock, sorti de Los Angeles, je veux dire, ou sorti des États-Unis. On n'avait pas les moyens de communication de cette époque-là, et je pense aussi que les gens, en tout cas, on voyait pas, peut-être, je vais pas faire de procès d'intention, mais on ne voyait pas de locker porte-drapeau, on va dire. Ouais. Tu vois, il y avait pas de boogaloo shrimp, il y avait pas de poppin taco, il y avait pas de truc en lock. Non. Il y avait Shabadoo, Shabadoo dans Breaking, ouais. Mais tout le monde s'en foutait de Shabadoo dans Breaking. Ouais, c'était, les gens ils regardaient, c'était shrimp et taco. C'est ça, ouais. Et on a eu les informations seulement les bonnes informations. Bon, en tout cas la majorité des bonnes, parce qu'après il y a des oscillations, des variantes. Mais quand Sugar Pop et Greg ils sont venus en France. Ouais. Moi j'ai pas l'impression qu'on prenait le lock au sérieux en fait au départ. J'ai l'impression que c'était un truc qu'on faisait pour, en tout cas moi personnellement déjà dans ma danse, le fait que j'ai commencé à popper et à locker à un moment donné, c'était parce que je voulais être un breaker complet. J'avais pas l'information. Parce que quand tu regardais les Battle of the Year ou même tu regardes Beat Street, à un moment donné t'as un popper qui rentre. Tu vois ce que je veux dire? Et après même Breaking, il mélange tout dans Breaking. Et moi, je voulais être complet. Et j'ai l'impression que le lock, quand tu regardes dans notre historique européen, le Battle of the Year, ça reste quand même une grosse référence pendant pas mal d'années. J'ai l'impression que le lock, il était là pour faire joli, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y avait des gars qui rentraient pour tout défoncer en lock. J'ai pas le souvenir d'un échange comme j'ai vu. Par exemple, comment il s'appelait, Tommy Boy des Style Element ou Bionic Man contre Salah, tu vois. J'ai pas l'impression que c'était en lock que ça se passait, tu vois. En fait, spécialement dans les battles, de toute façon dans les années 90, les battles, ça induisait forcément le break. Il y avait pas de battle d'autre chose. Un battle, c'était du break. Et en plus, un battle d'équipe. Il y avait même pas de battle individuel, des concours de power move, je sais pas quoi. Les one-one, il y avait pas. C'est que des battles. Un battle, ça induisait forcément un battle de break et un battle en équipe. Ouais. Et à cette époque-là, donc, en parlant de lock, les seules personnes qui faisaient du lock, c'était des breakers déjà. Ouais, c'est ça. Et ils faisaient du lock en Corée, dans les shows en général. Sûrement pour le côté graphique, le côté synchro. Mais une fois que le battle commence, une fois qu'ils dansent, donc oui, la tradition voulait que dans chaque groupe de break, il y avait toujours le danseur debout, pour représenter un petit peu, on sait pas quoi, mais représenter la danse debout. Et ces danseurs-là étaient à 99,9% du temps un smurfer, un popper. C'est ça, ouais, c'est ça. Complètement. Moi, je me rappelle que les premières informations cohérentes que j'ai eues en lock, c'est à travers de Patricia, une danseuse suisse. Son nom de big girl, c'était Neora. Et elle a bougé souvent à Paris, puis elle traînait avec les Actual Force,
Comment elle s'appelle la meuf déjà qui loquait Malika, je crois. Non, non. Ah, Malika, exact. Ou Karima. Non, Karima, elle loquait pas. Ah, il y avait Malika, exact. Malika, ouais, Malika. Ouais. Et puis elle traînait souvent avec Malika. Et elle est revenue en Suisse, puis elle m'a dit, non, mais Jules, ces steps, ils ont des noms et tout, tu te rends pas compte. Il y a les gars qui sont venus à Paris, puis elle m'a dit pour la première fois le nom Bougaloussam et tout ça. Ouais. Je dis là, putain, sérieux. Pour moi, c'était un truc pour faire joli dans les chorés, gros. Et pendant longtemps, le lock, c'était comme ça. C'était pas vraiment dévalorisé. C'était un truc style, mais tu sais pas trop à quoi il sert. Tu sais pas trop s'il y a un nom, tu sais pas trop. Enfin, pour moi. Après, vous avez la chance d'avoir Junior qui est tombé sur comment ils s'appelaient les gars qui faisaient les shows dans les casinos là? Les Untouchables. Ils faisaient des shows Untouchables. Et ces gars, ils sont venus aussi au Portugal. Ils sont venus aussi faire des shows au Portugal, mais encore une fois, ils sont venus, ils font leurs shows, ils font des moves. Je me dis ouais, ils ont un peu le style en debout. Tu sais, je me disais ouais, ils ont du style debout, mais je n'arrivais pas à reconnaître. Et tout d'un coup, il y a un gars qui fait une coupole, je fais ok, bon, ça va. Et puis je me rappelle de les voir à la télé, mais à aucun moment j'ai su valoriser ou j'ai eu la perspicacité, la relation. Mais en vérité, la perspicacité que Junior a eu de voir, de reconnaître une danse et de vouloir l'étudier, par exemple, tu vois. Non, mais en vérité, Junior, c'est pas en les voyant eux, parce que en fait, eux, ils faisaient des shows dans des ferries, tu sais, dans des tournées de croisière. Ouais. Donc ils faisaient des shows pareil. Les mecs, ils faisaient du break, ils faisaient du nunchaku, ils faisaient des chorés de pop et tout ça. Ouais. Et en fait, si je dis pas de bêtises, ils ont pris Junior pour le côté Smurf, tu vois. Okay. Et ils ont appris des chorés de Locke, mais si je dis pas de bêtises, il a pas kiffé ce qu'il faisait là. Le Locke, il trouvait ça sympa, c'était sympa le Locke, les chorés qu'il faisait. Mais c'était quand il leur a montré une vidéo des Lockers. Ok. C'est là que Junior il a câblé. C'est là que quand les Untouchables, ils leur montrent une cassette à Junior des originaux, là c'est là que Junior il voit la Vierge. Là, c'est quoi ces mecs-là? Il faut absolument que j'apprenne. Et c'est là qu'il a eu la révélation, ce qui se comprend, ceci dit. Ouais. Tout ça à cause de l'esthétique des gars d'aujourd'hui que ça va pas faire un skitter habit. Mais toi, ces gars, tu les vois, t'as envie de leur dire quoi? Si si tu pouvais les mettre en place, on prendrait un comme si c'était ton fils pour lui foutre un par de schcafette. Bref. Tu dis quoi, gros? Déjà. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Je vais pas voir les gens et disent, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Non. Mais moi, là, en gros, ma question, c'est la génération actuelle. Ils ont plein de trucs, bien, et c'était aussi là que je voulais en venir par rapport au fait que le log, ce soit quand même un truc récent, parce qu'on a eu des informations beaucoup plus tard que les autres. Là, on arrive finalement à un moment où les gens vont plus loin que le basique et puis ils ramènent une certaine fraîcheur, tu vois. Ouais. Le niveau avait déjà été bien poussé par notre génération, mais là, on arrive quand même à des fraîcheurs et à des trucs cool. Néanmoins, on voit encore plein de lacunes. Toi, quand tu les vois, ce genre de trucs dont on a parlé maintenant, que ce soit le côté esthétique ou si j'ai dit après ça c'est pas très très grave en soi, mais qu'on voit plus de gars avec des genouillères qui vont plus au sol, tu vois, alors que c'est vraiment une partie importante de la danse. Tu vois les lockers, tu vas rarement voir un passage où ils te font pas un knee drop ou un split ou quoi, ou un dive ou quoi que ce soit. Et maintenant on le voit plus trop. Et en gros, quand tu vois tous ces gars avec ces lacunes là, tu dis déjà j'ai l'impression qu'ils s'entraînent moins que nous. Si encore une fois, si c'était genre ton fils, un gars avec qui t'es intimement lié, tu dis quoi à ce gars? Moi, je dirais ce que Junior nous a dit, c'est qu'à un moment donné, tant que tu fais pas un passage de lock au sens traditionnel du terme, tant que tu fais pas un passage où il y a rien de toi, il y a rien qui transpire de toi, c'est-à-dire tu vas pas mettre des gris-gris, tu vas pas mettre des phases à toi, tu fais un passage dans la droite lignée du locking. Tant que ça c'est pas excellent, tu fais rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ça je pense aussi c'est une éducation, parce que souvent on blâme
les petits, les mecs qui viennent, parce que c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qu'on juge, entre guillemets, mais les mecs, ils ont pas appris avec personne. Ils apprennent avec des gens. Il faut aussi, si on blâme les petits, il faut aussi blâmer les profs. C'est ça. Non, complètement. Non, bah, quand je dis ça, je te le dis pas, je le dis pour le dire, tu vois, mais c'est qu'à un moment donné, moi, quand avec Junior, dès qu'on commençait à faire un peu trop de piloquerie, un petit peu de Jimmy Soulery, Junior, c'était le premier à nous dire, ouais, non, mais les mecs, c'est bien vos conneries, mais faut faire du locking. Donc, hop, lock vous sur le point. Et tant que ça, c'est pas parfait. Et même ça, c'est resté aujourd'hui. Quand on veut, comment dire, faire un passage de lock pur, au sens, tu vois, ah ouais. Non, comme t'as dit, c'est clair. Concret. Ouais. Up, lock vous sur le point. Et avec ça, tu peux faire kiffer les gens. Et ça, on l'a démontré à maintes reprises. Avec, quelques mouvements de lock, basiques. Mais de pousser, tu vois, de pas juste les faire pour les faire. À la limite, c'est ce que je pourrais leur reprocher. C'est que, ils viennent, ok, vous avez vu, je sais faire du lock, ok, maintenant je vais faire mes trucs. Ouais. Et c'est là qu'on perd l'authenticité, c'est là qu'on perd presque le côté fait main, quoi, le côté artisanal. C'est que, ok, c'est presque un prétexte pour faire d'autres choses. Ouais. Et donc, c'est, comme tu dis, ça ramène des fraîcheurs, c'est mortel, mais c'est peut-être, selon moi, ça manque de consistance. Ouais, voilà. Manque de consistance. Ouais, dans le lock. Dans le lock. Ouais. Parce qu'en soi, t'as pas besoin de faire 1000 gris-gris pour que ça soit mortel. Tu fais un gris-gris, un petit truc. Tu vois. Et juste avec du lock, c'est le truc qu'on m'a dit toute ma vie. Enfin, toute ma vie, en tout cas, non, c'était ça l'état d'esprit. Moi, je me rappelle d'être, je sais plus, c'était un de ces entraînements, quoi, au temple, et je sais pas ce que j'ai fait. Jimmy me fait gros. Toi, avec un point, tu dois gagner ton battle. Avec un point, tu dois faire la différence. Ton point, il doit faire la différence. Mais tu vois, ce genre de réflexion, je pense que les gens aujourd'hui, ils l'ont pas. Ce genre de mentalité, de se dire, tu vois, il faut que ta pointe, elle soit laser 2000. Faut que quand tu fasses une pointe, les gens fassent, wow, c'est chaud. Voilà. Tu vois, bah ça, je pense que les gens ne pensent pas comme ça. Ouais. Évidemment, c'est caricaturé ce que je dis, mais c'est dans la mentalité. Ouais. Tu vois, c'est te dire avec juste, à un moment donné, avec 4 mouvements, faut que je les fasse et que ça casse la baraque. Mais d'arriver à ce niveau-là, ça implique tout un taf derrière, tu sais, un acharnement, une méthode. Ouais. Il faut être minutieux. Ouais. Et ça, tu y arrives seulement quand tu maîtrises ce que tu fais. Or, j'ai pas l'impression que, en fait, délire plus que le lock à proprement parler. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des petits à nous dernièrement, et je pense qu'aujourd'hui, si jamais tu fais-moi un passage que de lock, ok? Fais-moi un passage. Je l'ai fait dernièrement et ça s'est avéré vrai encore aujourd'hui. Fais-moi un passage où il y a rien, il y a absolument rien de toi personnel, tu vois? Je sais que tu peux le faire, je sais que tu peux faire des trucs avec tes saveurs et tout ça. Fais-moi un passage de lock académique. Et donc les gens vont faire un passage de lock académique, mais ils vont le faire pour le faire. Genre, tu sais, ça m'emmerde. Et il est là le problème. Le problème, il est là, c'est que les gens savent faire des Scooby-Doo, savent faire des pointes, savent faire des scobots, ils vont les enchaîner, mais il y aura aucune saveur. Il y aura rien du tout. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Et donc, je pense que ça aussi, c'est, encore une fois, moi, je tape pas sur les jeunes. Comme t'as dit, ce qu'ils font, c'est cool. Il y a de la fraîcheur, il y a un nouvel élan, c'est top. Là, on débat pour débattre. Ah non, bien sûr, ce genre de débat, on les a toujours eu. Que ce soit par rapport à notre danse, que ce soit par rapport à n'importe quoi. On a toujours voulu essayer de pousser le truc le plus loin possible et de l'approfondir au maximum. Ouais. Donc, et le truc, c'est ça, c'est, ouais. C'est juste que, tu sais, si jamais je devrais dire, ouais, après, je pense que c'est vraiment un état d'esprit influencé par une... Oui, c'est ça, excuse-moi, je me suis perdu. Exactement. Ça, tu m'avais parlé d'état d'esprit, ça m'est revenu. C'est pas les jeunes à proprement parler, c'est c'est aussi, le mode de transmission, comment ils apprennent, en fait. Comment ils apprennent. Si ça, tu leur apprends pas, c'est sûr qu'ils vont jamais le faire. À moins d'être, des psychopathes.
tu vois. Et encore, même en étant un psychopathe, tu peux ne pas le faire parce que tu penses pas. Je pense que ça, c'est des trucs qu'on te transmet. Ouais. Et ça, c'est des trucs que, par exemple, Junior, il nous a transmis. Mais tu crois que, parce que là, je t'entends parler et je me demande si déjà dans la tête des profs, ils essaient de trouver des raccourcis pour que leurs élèves paraissent bien, paraissent frais, et une certaine efficacité en battle, enfin une pseudo-efficacité en battle. Est-ce que tu crois que déjà dans la tête des profs, il y a des shortcuts qui se créent? Genre, ok, je vais pas passer une demi-heure à taffer des uplocks, sinon je vais avoir 5 élèves au lieu d'en avoir 15. Et surtout, je sais pas, tu sais, vouloir aller plus vite ou vouloir leur donner un style ou je sais pas. Bah, c'est pas un prof alors si c'est ça. Tu vois, si jamais tu prends des shortcuts avec des élèves, si jamais tu bâcles des trucs pour optimiser autre chose, tu comprends ce que je veux dire. C'est à un moment donné, t'apprends. Ouais. Il y a un savoir-faire, il y a une connaissance, il y a une tradition, il y a tout ça. Et ça, tu peux pas y échapper. Tu vois, c'est comme si tu voulais apprendre à parler français à un mec, mais tu lui dis, je vais zapper la conjugaison parce qu'en fait, ça m'emmerde. Et que, tu vois, je vais préférer... Non, mec, tu peux pas. T'es obligé d'apprendre la conjugaison, bordel. Donc, ouais. et tu vois, si jamais le mec fait ça, c'est que c'est pas un professeur, au sens digne, au sens noble du terme. Je me rappelle que dans les premières années du Pays de Coste, à chaque fois qu'on faisait les conférences, il y avait une question qui revenait souvent, qui revient plus autant. J'ai l'impression qu'il y a plus trop cette préoccupation. Ce qui est pas mauvais d'ailleurs, parce que c'était, en fait, cette préoccupation révélait un peu un manque de connaissances, j'ai l'impression. Où les gens, ils disaient, bon, à partir de quelle limite c'est plus du lock? En gros, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire dans un battle lock. Et ils avaient vraiment, tu sais, les boules de, et on a vu chez certains des pseudo-tentatives d'innovation complètement, incohérentes, tu sais, genre, ah ouais, je vais mélanger un style avec un autre style pour ramener une fraîcheur. Le lock a besoin de aucun autre style pour être style. En fait, ce qui est drôle, tu sais, c'est comme l'histoire de Soul Step, de Soul Dance. Alors, je critique pas la Soul Dance ou les Soul Step en tant que tel, mais c'est l'utilisation qu'on fait d'eux pour atteindre un objectif. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, en gros, dans le lock, on va utiliser, et c'est pour ça que je précise dans le lock. Et ce mécanisme-là, ça n'existe que dans le lock, ce que je vais dire. C'est qu'en gros, on va utiliser de la Soul Dance, donc une danse qui n'est pas du lock. Une danse qui est dans la même culture, ok, que le locking, mais c'est pas du lock. Et on va utiliser ces steps-là pour groover ou pour se relâcher. Tu vois, tu peux pas te relâcher naturellement. Il faut que tu fasses une autre danse. En pop, par exemple, personne fait ça. Pourtant, c'est des danses jumelles. Tu vois, le pop et le lock, ça a 2-3 ans d'écart. C'est né dans le même bouillon. C'est juste des formes, des mouvements différents. Mais le feeling, il est très proche en tout cas. Mais en pop, on fait pas ça. Je connais aucun popper qui fait de la soul dance pour se relâcher. Mais en lock, on se sent le besoin de le faire. Bon, c'est un truc qui fait réfléchir parce que le lock est un dérivé direct de ces danses-là. C'est vrai qu'à aucun moment tu vois des poppers s'arrêter pour faire tel ou tel social dance ou soul step, comment tu veux l'appeler. On s'en fout un peu. On le voit en hip-hop, on le voit les danseurs être en train de faire juste être en train de danser. Tu vois, encore une fois, j'allais dire être en train de faire un passage. Putain, rien que ça m'énerve. On dirait que danser aujourd'hui, c'est faire des passages. Danser, c'est danser. Ça, ouais, bah non. Ouais, mais là, en vérité, c'est ça parce qu'on parle, on est, comment dire, formaté à la réalité d'aujourd'hui qui sont des événements, des battles, alors que déjà le lock et les battles n'existaient pas, c'était des concours de danse, très souvent qui se faisaient en couple, même pas en solo. Mais là, on rentre dans un autre débat. Moi, je suis d'accord avec toi. On rentre dans un autre débat complètement, mais je vais revenir à ce qu'on disait. Donc, en hip-hop, on le voit. Les gars sont en train de danser, tout d'un coup, ils font un petit pally step et c'est logique, c'est cohérent, c'est homogène.
ce qui gêne dans le lock, j'ai l'impression, c'est qu'on stoppe le lock pour faire un soul step, pour revenir au lock, comme si dans le lock c'était impossible de groover autrement que de stopper et faire un soul step. Oui. Tu en vois. fait, moi, Par contre, encore une fois, tu vois très bien que des danseuses qui sont pas rentrées, enfin, pour qu'une danseuse qui n'est jamais rentrée dans ce game-là, dans ce format-là de battle, de passage, de machin et tout, Damita Joe, c'était sa danse. C'était, je danse, je suis en train de danser. Tout ça, c'est une danse et je lock et je fais mes trucs. Tout était incorporé. Elle a jamais séparé les deux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Ouais. Du coup, je pense que c'est surtout une mauvaise interprétation. Encore, je pense encore une fois, c'est parce que comment on te le, encore une fois, c'est comment on te l'apprend. Et moi, je le dis, moi, je parle de mon expérience personnelle. Souvent, tu vois, quand je vais en Asie, ou quand les gens me demandent, ils me posent cette question, ouais, comment je peux être funky, bon, déjà, même funky, c'est encore autre chose, mais comment je peux groover? Mais déjà, qu'est-ce que t'appelles, c'est quoi le groove? Ouais, j'étais en Chine, là, la dernière fois que j'étais en Chine, une des dernières fois. On fait un Q&A à la fin du cours. Et Matcha, et cette question, tu vois, combien de questions que j'ai eu comme ça, genre, comment je peux m'entraîner au feeling? Comment je peux entraîner mon feeling? Ça, des questions incohérentes. How can I practice my feeling? C'est mort. Tu peux pas. Tu vois? Est-ce que tu peux m'apprendre, à tomber amoureux? Est-ce que je peux m'entraîner à ça? J'allais dire, pour t'entraîner au feeling, faut que tu te chopes des meufs, gros. Voilà, c'est impossible. Et ben, c'est pas l'importance. Et le mec, il me dit, how can I, practice my groove? Et je rigole. Enfin, tu sais, gentiment, tu vois. Bah ouais. Et je lui dis, ok. Parce que, en fait, je vois venir les trucs, à des kilomètres, ouais. Et là, je lui dis, c'est quoi le groove pour toi? Qu'est-ce que t'appelles le groove? Il t'a répondu quoi, le gars? Il m'a répondu, c'est ça. En fait, c'était faire du cheval pour lui. Et là, je fais comme toi. C'est-à-dire, là, je rigole. Et je lui dis, bah, pour moi, ça, c'est du cheval. T'as dit. J'ai dit ça. Je lui ai dit ça. J'ai dit, pour moi, ça, c'est pas du cheval. Et là, il me regarde, il comprend pas trop. Le problème, encore une fois, je pense, et ça, c'est mon opinion, le problème, c'est pas la soul dance ou les soul steps. Parce que, tiens, encore une fois, tu pourrais faire n'importe quoi d'autre. Le problème, c'est et ça, je vais prendre mon exemple personnel. Je te raconte mon histoire, mais je sais qu'encore aujourd'hui, ça arrive, tu vois, et c'est un espèce de modèle qu'on transmet aux gens et qui est selon moi erroné. Quand vers 2004-2005, tu vois, donc moi j'ai commencé vraiment la technique, le locking, la précision, qualité de mouvement, les angles, l'efficacité, tu vois, enfin c'est un truc que je kiffais, la propreté, la maîtrise des mouvements, les lignes. Ça soit nickel. Et j'étais réputé pour ça. Sauf qu'à un moment donné, à force de développer ça, bah, les gens, tu vois, et puis moi, je suis toujours en train de demander, ouais, alors, c'est comment, qu'est-ce que je pourrais travailler, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Depuis le premier jour, c'est vrai. Et à un moment donné, les gens, quand je dis les gens, c'est les gens extérieurs. Mais avant d'écouter les gens extérieurs, j'écoute d'abord mon premier cercle. Les potes, les frères, ceux qui me disent quand tu fais de la merde, tu fais de la merde. Tu vois, ceux qui me disent quand c'est mortel, c'est mortel. Je demande à eux, et tout le monde, enfin, tous autour de moi me disent, ok, franchement, là, ça y est, tu peux pas être plus propre. Tu sais, je me rappelle, une fois, j'étais dans ma cuisine, chez mes parents, à l'époque, tu vois. On était, je sais pas quelle heure, 2 heures du mat, j'étais avec Hakim, dans ma cuisine, et je le regarde, tu sais, comme on a pu faire, toi et moi, en train de manger des céréales, tu vois. Et je le regarde, je fais, putain, mais, ma pointe, elle est pas, tu vois, elle est pas assez propre, ma pointe. Et là, il me regarde, il dit, mais t'es un fou, mec. C'est quoi ton problème? Il dit, ta pointe, elle est propre. Elle peut pas être plus propre que ce qu'elle est. Il dit, à un moment donné, il faut que t'arrêtes. Tu vois, il y a propre, extra propre, monsieur propre. Et puis après, il y a plus rien. Donc, il faut que tu relaxes. Et là, j'ai compris que je me suis dit, ok, je suis peut-être arrivé à un niveau où ça sert à rien de forcer. J'y reviendrai plus tard, tu vois, mais il faut que je fasse autre chose. Et à ce moment-là, tout le monde me disait, faut que tu danses. Il faut que tu sois plus, voilà, ouais. C'est ce qu'il disait. C'est la connerie qui revenait à chaque fois à l'époque. C'est bien ce que tu fais, mais là, faut que tu commences à danser un peu plus. Comme si, quand tu loquais, c'était pas de la danse, tu vois. C'était même pas ça. Faut pas que tu danses.
Parce qu'aujourd'hui, c'est les mots qui sont employés, tu vois. Mais à l'époque, c'était, il faut que tu sois plus funky. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis là, donc, une personne, machin, toi, mes potes, ils me disent ça, puis deux, trois, à un moment donné, je suis pas stupide, je me dis, ok, bah, tu sais, ils ont sûrement raison, si tout le monde me dit ça, et comme je suis pas quelqu'un d'idiot, ok, ça marche. Et donc, je vais voir, je dis, bon, bah, comment, apparemment, je ne suis pas funky. Ouais. Bah, je veux bien. Alors, comment on fait? Donc, je regarde les gens du Soul Train, je regarde les gens qui sont soi-disant funky, tu vois. Enfin, soi-disant, les gens du Soul Train sont funky, mais, a priori, ils sont funky, donc je regarde, j'essaie de m'inspirer, et on me dit, il faut que tu fasses la soul dance. Tu fais de la soul dance, tu fais, On te l'a dit directement. Ah ouais, soul dance. Et donc, moi, en tant que, voilà, élève de bonne foi, bien sûr, hop, j'apprends, enfin, élève ou, apprenti, on va dire, tu vois. Ouais, étudiant de voilà, cette étudiant. Donc, discipline. je fais tout ça, je fais tous ces trucs-là, sauf qu'à un moment donné, je vois que quand je le fais dans un but. Je le fais C'est dans une le but. recette, c'est une recette. Voilà, c'est une recette. C'est pas sincère. C'est pas naturel. C'est pas sincère, en fait. Vraiment. Je le fais parce que les gens attendent que je sois funky, ou, tu vois, c'est entre guillemets pour pallier comme t'as dit, une recette pour pallier à une lacune. Sauf que le problème, c'est que les choses sont bien faites, c'est que tu peux pas mentir avec ça. Non. Ça se voit quand tu forces. Et moi, toute cette époque-là, 2005, 6, voilà, 5, 6, 7, un peu 7, tu vois, toute cette époque-là, c'était là où je faisais vraiment, je forçais les trucs et je me disais, mais en fait, non. Là, je suis pas, et je le voyais moi-même, c'est ce que je me disais. Il y avait des bons trucs dans ce que je faisais, mais à cette époque-là, je me regardais et je me dis, mais en fait, c'est pas vrai. Tu vois, ça sent c'est pas sincère. Je dirais pas fake, mais je dirais que c'est pas sincère. Tu vois, c'est pas vraiment, je le fais presque à contre-cœur. Ouais, c'est presque un truc imposé, tu t'imposes. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les gens qui m'ont imposé Ouais. en quelque sorte. Donc je l'ai fait pour leur faire plaisir quelque part. Et à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai dit non, c'est pas moi en fait. Ça me convient pas et je trouve pas que je danse plus en faisant ça. Tu vois, je me trouve pas plus funky en faisant des pseudo soul dance. Tu comprends ce que je veux dire? Donc j'ai arrêté de le faire et 2 ans, 3 ans après, la danse au sens naturel, au sens relâché. Parce que pour être funky, il faut être relâché. Et relâché, c'est d'abord être relâché ici. Et ensuite être relâché dans le corps. Les gens pensent que c'est parce que tu vas secouer ta tête comme ça et que tu vas te manger un électrochoc que tu vas être relâché. Et il est là le problème. Selon moi. Je sais plus pourquoi on parle de ça. Par rapport au côté de la danse. Mais, encore une fois, le problème, c'est comment tu transmets ça. Tu vois, si jamais tu dis, si tu veux être funky, si tu veux être relâché, faut que tu fasses la soul dance. Il se pourrait que ça fasse l'effet inverse. C'est sûr. En fait, parce que tu parlais de locking, de relâcher et de locking, c'est exactement ce que je faisais. Je faisais du lock. En fait, tu dissocies, en fait, par ce mécanisme, tu dissocies la danse, au sens où on l'entend, c'est-à-dire du groove, la danse, voilà, du groove de la danse, ce qui est plus naturel, du relâché naturel. Tu sépares ça, l'essence, du matériel, du lock, de la technique. Alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Mais en faisant ça, tu sépares les deux. Ouais, mec. Et quand je dis ça, en fait, je dis tout ça parce que c'est ce que je pense. Et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Et je dis pas que la soul dance c'est pas bien, ou la soul step c'est pas bien. Encore une fois, si tu kiffes, fais-le. Je dis juste que, c'est deux choses séparées. C'est deux choses séparées. C'est aussi le truc de, par exemple, encore une fois, si jamais tu prends les gens du Soul Train, tu vois, les Soul Train dancers. Et encore une fois, un autre exemple. On parle du Soul Train, mais je vais parler des lockers. Parce que souvent, on me dit, Soul Dance, machin, mon cul et tout ça. Ok, ça marche. Qu'est-ce que les lockers? Et là, je parle au sens du groupe des lockers. Je pourrais même élargir en parlant de Tony Gogo et de Scooby-Doo. Ok? Quand ils sont dans les Soul Train Line, qu'est-ce qu'ils font? En termes de matériel, de technique, enfin, en termes de mouvement, qu'ils font quoi? Ils font du lock. Ils font du locking. Du lock, tout ce qu'il y a de plus strict. Il n'y a pas un seul soul step de quoi que ce soit qui dépasse. Les mecs, quand tu vois faire les Soul Train Line, je dis pas qu'ils le font pas, hein, peut-être qu'ils le faisaient sûrement en soirée, tout ça, mais quand ils font du lock, ils font pas de soul dance. Ils font du lock. Tu vois? Est-ce qu'ils sont funky?
évidemment. Donc juste ça déjà c'est une preuve par A plus B que t'as pas besoin de le faire. Non, après le truc c'est tout con là. Encore une fois, on va très profond dans le sujet, mais la vérité, c'est pas le mouvement en soi qui est funky. C'est pas genre, t'es en train de faire un uplock, faudrait rajouter un rocksteady pour rendre ta danse funky. Oui, Non, c'est pas le rocksteady. Ouais, c'est toi, c'est la façon dont tu le fais. Exactement. Je reviens là-dessus parce que je fais pas un procès à la soul dance. Ouais, non, bien sûr. Je dis juste, c'est la recette. Pensez que c'est une recette clé en main, que tu vas regarder les gens du Soul Train, que tu vas les copier. Et que c'est bon, t'es funky. Tu vois, et c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font, littéralement. Je n'exagère pas quand je dis ça. Je dis ça parce que je l'ai fait et que je vois encore des tonnes et des tonnes de gens le faire aujourd'hui. Ouais, c'est que les gens regardent les gens du Soul Train, les gens regardent les gens du Soul Train et ils se disent putain, ils sont trop funky, je vais faire comme eux, donc du coup je vais être funky. Non, t'es pas funky, en fait, t'es ridicule. Parce que tu forces. Parce que déjà, les gens du Soul Train, c'est une époque, c'est une vibe, c'est un milieu, c'est un contexte social. Et puis les gens qui sont en Soul Train, c'est des gens de Monsieur Tout le Monde. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle pas des lockers. C'est les mecs qui viennent et ils dansent et ils délirent. Et ils délirent pour de vrai, tu vois. Ils sont pas là à vouloir performer. Et là où je fais un procès, c'est plus quand tu donnes une formule clé en main et te disent bon voilà, si jamais tu fais comme ça, tu vas être funky. Là, je pense que c'est un piège. Non, c'est sûr, c'est un piège. Mais déjà, faudrait qu'ils aient une conscience de ce que c'est être funky. Ouais, parce que si tu crois que être funky, c'est les 10 mouvements que tu connais de soul step, ou soul dance, ou party step, ou social dance, ou ce que tu as envie de l'appeler, je m'en bats les couilles, t'es complètement dans le faux. Mais je pense que le cœur du problème, il est là en fait. C'est encore une fois, si on en revient à comment tu transmets les connaissances, comment tu diffuses les connaissances, le message que tu passes. Encore une fois, comment ça se fait? En fait, comment ça se fait? Un exemple. Moi, il m'a fallu 12 ans. Il m'a fallu 12 ans, 12 putains d'années pour comprendre quelque part qu'est-ce que c'est être funky. Alors, en fait, c'est pas je comprenais, mais sans pouvoir l'expliquer. Ouais. Enfin, je sais c'est quoi. Quand je le vois, je le ressens. Quand je le vois, je sais ça c'est funky, ça c'est faux. Tu le sais. Tu le vois, c'est évident, mais t'arrives pas à l'expliquer. Quand tu dis c'est quoi être funky, t'es là, tu bégayes et tu commences à sortir des trucs parce que tu parles de James Brown et tu parles d'Amita Joe parce que tu sais pas expliquer autrement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ou alors tu vas raconter des théories, mais ça tient pas debout. Et ça c'est pas normal. On devrait pouvoir expliquer le groove. Qu'est-ce que c'est le groove? Là, mon ami, on est parti pour un tour de grand 8. Non, c'est sûr. Moi, j'en parlais dernièrement. Ouais, vas-y. Et juste pour en finir, voilà, au bout de 12 ans, je donne un cours avec Tony Gogo en Italie comment ça s'appelle? Au Funky Fresh. On est ensemble, on donne un cours. Et à cette époque-là, tu vois, on est en 2012 et ma danse, elle a vraiment fait un bond, surtout en termes de danse. Là, je suis moins axé dans la technique. Je suis vraiment là, je sens que je danse entre guillemets vraiment. Tu vois, je me sens vraiment beaucoup plus libre et beaucoup plus relâché et détendu que les années précédentes. Donc ça, je le ressens dans mon corps, vraiment. Et les gens le remarquent aussi. Beaucoup de gens autour m'ont fait ressentir que là, il y a un palier qui s'est fait. Et donc je donne le cours avec Tony Gogo, tout se passe nickel, ensemble, on est là, on échange, super, c'est top. À la fin du cours, il y a un Q&A. Et donc forcément, on est là, ok, machin, ouais, Piloc, les battles, ouais, Piloc, machin, ouais, Tony Gogo, les lockers, ouais, c'est cool. Ouais, un élève, il est là, il dit, qu'est-ce que c'est le funk et qu'est-ce que c'est être funky? Donc là, je dirais, bon, bah, Tony Gogo, tu réponds, hein, c'est toi qui, et puis lui? C'est toi qui es le plus. Puis lui? Donc il explique le truc, le funk, je sais pas quoi, et après il dit, bah, être funky, en vrai, eh ben, c'est juste t'amuser. C'est juste prendre du bon temps, c'est juste kiffer. Et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une théorie. Ouais, tu comprends, être funky, c'est vraiment la soul, c'est vraiment les machins, les théories. Ça commence à partir. Et là, en fait, il dit juste ça. Et là, il dit, en fait, c'est juste, tu t'amuses, c'est juste, là, tu kiffes, tu passes un bon moment, tu kiffes le son, tu kiffes la vibe, tu kiffes, tu te kiffes, façon de parler, tu kiffes le moment, tu te sens bien. Voilà, tu te sens bien. Et là, je bloque.
Et là, tu sais, t'as un flashback et t'as tout qui se connecte. Et je dis, mais en fait, il a raison. Parce que quand tu regardes les gens Soul Train, c'est pas des dépressifs que tu vois. C'est les mecs qui sont là, ils délirent. Bon, il y en a sûrement quelques-uns sous coke. Mais les mecs qui sont là, ils sont en train de délirer. Ils sont comme en soirée. Et c'est l'exemple que je donne à tout le monde, à tous mes élèves. Ils me parlent de funky. J'ai dit, ok, d'accord. Et quand j'explique ça, j'y repense à toi personnellement. Et repense au jour où tu as le mieux dans ta vie. Et ben, je mets mes mains à couper qu'à ce moment-là, tu kiffes ta race et que t'as vu que tu passais du bon temps. Tu vois ce que je veux dire? Et nous tous, à tout niveau. Moi, personnellement, quand vraiment je kiffe le son, que je me sens bien, là, t'es funky. Parce que c'est un état d'esprit. C'est propre à tes sensations. Ouais, c'est pas esthétique. Juste pour pas que les gens y confondent, qu'on soit d'accord. Quand tu t'amuses, t'es là, t'es en train de kiffer, ça veut pas dire que tu fais le clown et t'as un sourire jusqu'aux oreilles. Évidemment. Tu vois, entre nous, on le sait, nous, on le sait. Oui, c'est pas faire le pitre et faire regardez-moi. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Mais je quand c'est sincère, quand c'est un vrai kiff. Un vrai kiff. Non, pour moi, j'ai jamais vraiment trop compliqué par rapport à ce genre de truc. Encore, il y a pas longtemps, j'ai eu cette conversation sur le live que je fais sur Instagram avec Marcio, où il me demandait des conseils pour s'entraîner à la maison avant que le confinement commence, parce qu'on sentait que ça allait venir. D'ailleurs, après le confinement, on a tout de suite arrêté les lives parce que là, tu vois des lives partout. Et puis il me disait bon, je fais 2 passages ci, 2 passages ça, 2 passages groove. Je fais mais attends, comment ça groove? C'est quoi? Tu t'entraînes en groove? C'est quoi déjà pour toi le groove? Explique-moi. Le groove, machin et tout. Et c'est vrai que on a tendance à visuellement associer le groove à un certain bounce, à un certain balancé que les gens ont. Moi, j'ai dit qu'écoute, personnellement, moi, ce qui m'aide à comprendre ou à le définir, le groove, c'est que j'ai entendu un musicien dire que le groove, c'est le silence qui est entre les notes. C'est Nile Rodgers. C'est lui qui a dit ça? Ouais. C'est possible. Et quelque part, ça m'aide à le matérialiser dans la danse. Franchement, il y a un son qui illustre parfaitement cette phrase. Alors, je sais pas si jamais on va faire ça. Je pense on va partager 2 secondes. Vas-y. Laisse-moi faire ça. Bon, il y en a un tout con, que tout le monde connaît, c'est Papa Was a Rolling Stone. Si tu prends la bassline, elle fait 3 heures à se développer. Non, mais surtout, c'est le temps qu'il y a entre les notes. Ouvrir la conversation, partager avec le son de l'ordinateur, bien sûr. Donc là, tu vois ma tête normalement. Vas-y, on va faire de la haute technologie, là. Partage l'écran. Attends, bouge pas. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ah, j'ai pas le début. Alors, est-ce qu'il est là? Mais là, t'es en partage d'écran parce que moi, je le vois pas, là, ton écran. Ah ouais? Non. En tout cas, pas sur Attends. Skype. Arrêtez le partage. Si, normalement, là, j'ai partagé, normalement. Ouais, ça apparaît pas ici. C'est pas grave, ça marche pas ici. Ok. Ça marche sur Skype, mais pas ici. C'est pas grave. Dis-moi si tu l'entends, le son. Ouais, je l'entends, le son. Tu peux le mettre, le son. Voilà. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, l'espace qu'il y a entre les notes, laisse tomber. Si tu prends que la bassline. De ouf. C'est ça. Ouais, et je trouve que c'est une bonne définition. Et pour la danse, ça marche aussi pour la danse. Ouais, si tu fais tous tes mouvements d'affilée, coupe voir le son. Ouais. Si tu fais tous tes mouvements d'affilée, c'est sûr que le groove, tu vas pas l'avoir. Ça marche. Et pour ce qui est d'être funky ou pas, pour moi, c'est juste une question d'énergie. Il y a une image. Après, c'est une question d'image. Moi, ça m'aide. Ça veut pas dire que ce soit la meilleure définition pour tout le monde. J'ai souvent cette image de Greg qui fait
qui danse sur Too Fucking Here de James. Ouais. Et quand il fait Too Funky, il se sent l'aisselle. Il fait un point, il boum, point, puis il sent l'aisselle, puis il fait Too Funky, genre ça pue. Et par curiosité que je suis allé chercher, que ça veut aussi dire que ça sent mauvais. Tu vois, it smells funky, ça veut dire que ça sent un peu mauvais. Et je me suis fait cette image tu sais, j'ai imaginé un concert de James Brown où il chante cette chanson, il y a tellement de monde qui danse, qui bouge, que forcément ça pue, c'est inévitable. Et tu vois, et je me suis mis en tête cette énergie que les gens dégagent à un tel point que ça devient funky. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai placé moi dans ma tête pour m'aider à le visualiser. C'est l'énergie que tu dégages. Après, on peut prendre un cas de figure proche de nous, Jimmy. Jimmy en soirée, voilà, t'as pas besoin d'expliquer. Tu veux savoir ce que c'est de funky, approche-toi à 30 centimètres si t'arrives de Jimmy en soirée. Tu te manges une douche déjà. Tu te manges une douche, mais même pas qu'en soirée d'ailleurs. Jimmy, c'est un petit peu constant, c'est un petit peu dans tous les cas de figure. Ouais, bah voilà, pour moi après c'est ça, mais je pense qu'il faut un certain nombre d'années, comme tu as dit, surtout pour l'assimiler, pour le ressentir chez toi. Si déjà toi tu le ressens pas, comment tu veux l'expliquer? C'est clair. C'est pour ça qu'il y a je pense qu'il y a un problème dans la transmission en fait. C'est parce que comme tu dis, il faut un certain temps pour maîtriser déjà ton vocabulaire. Ça prend du temps. Juste de maîtriser ça, quoi. Maîtriser le b.a.-ba, ça demande des années. Et puis après, il y a comment tu vas le faire. Tu sais, comment je peux dire ça? Ta sensibilité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça peut être apparenté aussi à la danse, tu vois. C'est ta manière de faire, ta patte. Ouais, ton groove. Ouais, ton funk. Ouais, ton funk, exactement. Ton funk. Exactement. Et puis sinon, toi, t'as fait tout ce que t'as fait. T'as gagné ce qu'il y avait à gagner. Maintenant, ta danse, je présume, tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour aussi, je pense que tu l'as fait aussi pour les prochaines générations. Tu sens cette responsabilité ou pas? Genre d'être là, les épauler, ou ça te donne envie? Tu t'imagines, genre le coach? Ouais, complètement. Je le suis déjà, en fait. Gus avec Tyson. Enfin, peut-être pas aussi, pas à cette échelle-là, mais là, je sens que je vire là-dessus. Tu vois, je m'occupe déjà de petits. C'est ce qui te motive. Quand tu penses au futur, c'est ça que tu vois? Ouais, je vois ça. Là, de toute façon, à un moment donné, arrivé à 50 ans, t'es plus là à vouloir déchirer tout le monde. Là, je pense que je suis sur les dernières années, tu vois. Parce que physiquement, je suis encore bien et que mes micros sont pas complètement émoussés. Mais l'essentiel de ma vie de compétiteur, elle est derrière moi. Et ça me va, hein. De toute façon, après, je pense qu'encore une fois, tout ce qui est les compètes, les battles, j'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis arrêté quand j'en avais marre. J'en avais pas marre, mais que voilà, c'était plus une source de motivation. Donc du coup, maintenant, ouais, je danse un peu plus pour le kiff, façon de parler, bien que je kiffe toujours, mais je danse moins pour des objectifs de compète, de vouloir gagner, d'avoir un nom et d'avoir des palmarès, etc. Les entraînements sont plus détendus, façon de parler. Je suis moins dans un mode, je fais des passages pour marquer des points. Là, je suis plus, je fais des passages pour trouver des nouveaux trucs, mais aussi pour me sentir bien, quoi, pour kiffer, ouais, pour te sentir toi réalisé dans ta danse à toi, quoi. Exactement. Et en termes d'objectifs, ouais, là, c'est plus former les petits, épauler les nouvelles générations, les pousser. D'ailleurs, on s'entraîne toujours avec plein de petits, donc c'est cool, c'est bien. Parce qu'en plus, ça marche parce qu'il y a des résultats. Donc j'imagine, ça peut changer, hein, mais j'imagine que ça va être le futur. Mortel, mec. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'était cool, putain. C'était cool, ouais, c'était grave cool. Ciao. 2 heures. Mais bon, c'était cool. Après des conversations comme ça, on a déjà eu 30 000. Fallait qu'on en enregistre une. Ouais, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est cool. Moi, je kiffe le format. Ah, et ça le fait. Faudra qu'on remette ça à l'occasion. C'est sûr. Et espérons qu'on le fasse une fois pour de vrai. Bah ouais, faudra qu'on le fasse pour de vrai. Parce que, ouais, le but, c'était pas vraiment de faire ça via Skype, mais là, je suis un peu obligé. Ouais. Allez, mec.
Allez, ciao. À plus. Ciao. À plus, ciao.